Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la session d'information de Volta. La thématique cette soirée sera sur le Vehicle to X, Vehicle to Grid. Mon nom est Gregor Probst, conseiller en technologie chez Volta. Et je serai ici avec ma collègue Salvatrice Trancina, aussi conseillère régionale. Et on a 3 orateurs, donc Thomas Bertrand, Vincent Belin et Alain Decat. Alors, pour ce soir, au programme, on va faire une petite introduction parce que c'est dans cette session d'information se fait dans le cadre du projet CETEC. Donc, petite introduction à CETEC. Ensuite, petite introduction à nos activités ici chez Volta. Est-ce qu'on peut vous offrir? Ensuite, on va faire une petite introduction à la thématique V2G via une vidéo que Thomas Belin et Mobilize Power Solutions nous ont partagée. Et ensuite, on entrera dans le vif du sujet avec la première présentation de Thomas Bertrand, ensuite la deuxième présentation de Vincent Belin. On fera une petite pause et ensuite on reprendra la dernière présentation de Alain. Alors je vous demande bien sûr de noter vos questions, de les retenir. On aura une session de questions-réponses tout à la fin. Comme ça sera plus facile pour tout le monde. Donc voilà. Alors, CETEC, c'est en fait un support technologique, un service qui est offert en fait par nous, par Buildwise, par Innoviris. Et le but, c'est vraiment de stimuler l'innovation, la compétitivité et les compétences des travailleurs et des entreprises bruxelloises. C'est un service qui est gratuit en fait pour tous les professionnels du bâtiment à Bruxelles. Donc ça inclut par exemple les entrepreneurs, les architectes, les consultants, les fabricants, les maîtres d'ouvrage, mais aussi les installateurs. Et donc ce service technologique est basé dans les bureaux de Greenpeace, donc au centre-ville, pas loin du canal. Et dans ce cadre-là, on a pu déjà faire plusieurs sessions d'information avec Buildwise et Innoviris, notamment sur les infrastructures de recharge, qui est un peu lié, évidemment. Ensuite, on a fait aussi une session sur les défis des pompes à chaleur dans des projets de rénovation. Et la prochaine session d'information portera sur la flexibilité électrique et les communautés d'énergie en région Bruxelles-Capitale. Donc si ça vous intéresse, ou si vos contacts sont intéressés, on vous invite de vous y inscrire. Ça sera le 28 juin dans les locaux d'Embuild, au cours de l'après-midi. Donc voilà. Et maintenant, je vous passe Salvatrice, ma collègue, qui va vous dire quelques mots sur Volta. Merci Gregor. Bonsoir tout le monde. Alors, Gregor m'a présenté, Salvatrice, donc conseillère Volta pour la région bruxelloise francophone. Alors, je vais simplement préciser que donc nous avons une soirée en hybride, une formule hybride. Ça veut dire que nous avons des gens ici parmi nous en présentiel, mais nous avons également des gens qui sont connectés en ligne. Alors, je salue donc toutes les personnes qui sont connectées en ligne. Alors, pour Gregor l'a anticipé, alors par rapport aux questions que vous pouvez poser, elles seront collectées donc en fin de soirée. Pour ceux qui sont en ligne, vous avez le chat et vous pouvez mettre votre question sur le chat et Gregor les collectera et on les abordera tout à l'heure. Alors, avant de démarrer, donc ça c'était pour la formule hybride. Avant de démarrer donc la session d'info, je voulais simplement préciser de nouveau, nous avons un public mixte, que ce soit à la fois des entreprises, mais également le monde de l'entreprise, mais le monde également de la formation et de l'enseignement. Alors, pour préciser nos services, on a une multitude de services pour les entreprises, mais également pour le monde de la formation et de l'enseignement. Je vais donner quelques exemples, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement pour vous dire, nous sommes à environ 5-6 conseillers pour toute la Belgique en région. Donc moi, je m'occupe de Bruxelles, je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons des conseillers régionaux, que ce soit en Flandre, mais également en Wallonie. Je pense qu'il y en a parmi vous qui viennent également de la Wallonie, voire de la Flandre. Et donc, vous avez mon pendant, finalement, dans les autres régions. Donc, je vous invite à les solliciter si vous avez des questions sur des thématiques particulières. Ici, je vais simplement
simplement citer 2-3 au niveau des services. Mais bon, bien entendu, Volta est au service des entreprises, notamment pour la formation de vos travailleurs. Donc, on représente la sous-commission paritaire 149.01, secteur électrotechnique. Et donc, on est là pour vous soutenir dans le cadre de la formation de vos travailleurs. On est là pour vous soutenir, comme ce soir, pour répondre à toutes des questions sur la nouvelle technologie, sur l'évolution, que ce soit des métiers ou des techniques. Donc voilà, nos conseillers, nos ingénieurs sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, notamment sur l'évolution également du RGIE. On est là pour vous aider, peut-être dans le cadre du recrutement, de l'embauche de personnel. On a des contacts, donc on est là pour vous aider également dans ce contexte-là, mettre des offres d'emploi. Tout ça fait partie de nos services. Des primes à la formation également, je ne l'ai pas cité, mais c'est quelque chose d'important. Et toute une série d'indemnités que nous payons à l'ensemble de nos ouvriers du secteur. Voilà, ça c'est en partie, je dirais, les services auprès des entreprises. Et peut-être juste une dernière précision, c'est que vous avez une adresse mail pour poser toutes vos questions concernant justement que sur la technologie ou tout ce qui concerne le RGIE. Vous avez l'adresse mail et je vais la citer, comme ça tout le monde peut la noter. Donc c'est sat@volta-org.be. Voilà, ça c'est l'adresse, c'est le canal vraiment. Si vous avez des questions concernant la technologie ou concernant une question technique ou réglementaire, vous pouvez directement la transmettre via ce canal et mes collègues feront en sorte d'être très réactifs et y répondre. Ça, c'est pour le monde professionnel. Maintenant, le monde de l'enseignement et de la formation, toute une série de choses de sensibilisation, d'outils pédagogiques, didactiques, de formation pour les enseignants, de formation pour les jeunes, voilà, d'entreprises de stage. Donc, voilà, je vous invite aussi, vous êtes un public mixte, c'est peut-être de discuter. On est là, bien entendu, aussi pour vous faire le relais en tant que, je dirais, recherche de places de stage. Et vous, si vous souhaitez avoir des candidats stagiaires chez vous, on est également votre point de contact. Voilà, je pense matériel promotionnel, enfin, on a toute une série de choses. Aussi, beaucoup d'outils pédagogiques, didactiques en ligne. Donc, je vous invite également, il y a pas mal de canaux de communication qui existent, le WhatsApp, l'Electroclub, via Volta, notre site de Volta. Voilà, il y a toute une série de matériel, d'outils que vous pouvez également trouver en ligne. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous remercie. Je vous verrai tout à l'heure. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je serai là pendant la pause et en fin de soirée. Je repasse la parole à Grégor. Merci Grégor. Merci beaucoup Salvatrice. Et alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter une petite vidéo d'introduction sur la thématique V2G, donc qui s'est passé pendant le journal de TF1, et c'est sur la solution technique que Vincent Belin, Mobilize Power Solutions, va nous. Et ces voitures du futur, voitures électriques, elles nous aideront aussi bientôt à réduire nos factures d'énergie et nos émissions de CO2, y compris dans nos logements. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Vous allez tout nous dire sur ces véhicules si vertueux. Oui, et pour bien comprendre, je vous propose d'en faire entrer un de ces véhicules sur notre plateau. Regardez, la voiture est en train d'arriver. C'est la nouvelle Renault 5 électrique qui va sortir cette année. Ce sera le premier véhicule en France à proposer cette technologie, une batterie bidirectionnelle. Elle pourra se recharger évidemment, mais aussi nous redonner son électricité. Et ça va faire une grosse différence. Et qu'est-ce que ça va changer dans nos quotidiens ? Alors, pour bien comprendre, suivez-moi. Voilà, il est 19h, je rentre du travail et je branche ma voiture sur ma maison. Avec une voiture électrique classique, elle commencerait à se charger dès maintenant, c'est-à-dire au pire moment pour le climat et pour mon budget. Car entre 18h et 21h, c'est le pic de consommation. Tout le monde rentre du travail, cuisine, se chauffe, et pour produire toute cette électricité, à ce moment-là, le nucléaire et les énergies renouvelables ne suffisent pas. Donc, on se sert en plus des centrales à gaz et parfois même à charbon qui, elles, émettent du CO2 néfaste pour le climat. Et en plus, c'est le moment où l'électricité est la plus chère pour tous ceux qui ont un contrat heure pleine, heure creuse. Mais avec ces futures générations de voitures, ce sera différent. Une fois branché, j'indique juste que demain matin, j'ai besoin de repartir au travail à 8h et je veux que ma batterie soit chargée, allez, à 80%. À partir de là, je ne m'occupe plus de rien et ma voiture va devenir la batterie de ma maison. Pendant la soirée, mes radiateurs, mon four, ma télévision, toute ma maison sera directement alimentée
par ma voiture. Je ne sollicite donc pas le réseau électrique, ce qui, à cette heure-là, permet d'éviter des émissions de CO2. Ça permet d'éviter environ 400 kilos par an. Juste pour moi, c'est l'équivalent des émissions d'un vol Paris-Marrakech. Autre avantage, ma voiture va même me faire économiser de l'argent. D'abord parce que je ne consomme rien sur le réseau, et ensuite elle va même revendre une partie de son électricité directement sur le réseau. Ça va me générer entre 100 et 200 euros de gains chaque année. Alors pas d'inquiétude, la voiture va toujours garder un peu de batterie pour elle en cas d'urgence, et elle va choisir toute seule le meilleur moment dans la nuit pour se recharger quand l'électricité est la moins chère et la moins carbonée. Résultat, le lendemain matin, elle est prête et rechargée à l'heure prévue. Voilà Anne-Claire, alors d'ici 2035, on estime que 500 000 véhicules de ce type pourront circuler en France. Toutes les marques vont finir par s'y mettre et ça permettrait de soulager le réseau électrique, on l'a vu, mais aussi d'éviter des émissions de 25 000 tonnes de CO2 chaque année. C'est l'équivalent de 3 000 tours du monde en voiture à essence. Et ça vaut le coup. Merci beaucoup Yanni. Et voilà comme introduction. Et maintenant, j'invite le premier orateur à venir faire sa présentation, Thomas Bertrand de Sibelga. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc voilà, je m'appelle Thomas Bertrand, je travaille chez Sibelga dans le Technology Center. Ma fonction, c'est Head of Technical Hub, Smart Grids and Customer Assets. Customer Assets veut donc dire bande de recharge, production décentralisée, batterie. Et l'autre fonction que j'ai, qui est peut-être un peu moins connue, c'est au niveau de Synegrid. Donc Synegrid, c'est la fédération des gestionnaires de réseaux de transport et distribution en Belgique. Donc qui va regrouper des sociétés comme Elia, Fluxys. Et dans cette fédération, nous avons des commissions. Et ces commissions vont, entre autres, décider des prescriptions fédérales à appliquer, ainsi que l'homologation du matériel. Et je suis dans la commission CE10, qui va s'occuper de Power Quality et de production décentralisée. C'est un petit teasing pour la suite. Voilà, donc je vais faire une petite introduction et vous parler aussi de tout ce qui est réglementation. C'est le plus barbant, on va aller assez vite, comme ça on est tranquille. La deuxième partie va être plus sur les solutions homologuées. Je vais aller assez rapidement, c'est vraiment pour que vous ayez cet overview de ce qui est possible. Je vais vraiment me concentrer sur vraiment tout ce qui est support du vehicle to grid pour les réseaux de demain et faire une petite conclusion. Donc au niveau des impositions, alors la chose la plus importante vraiment à comprendre, et je vais prendre l'exemple que tout le monde connaît, c'est votre GSM. Ça, c'est une batterie unidirectionnelle. Mon GSM, il est lié avec un chargeur sur le réseau. Il est incapable d'aller injecter techniquement du courant sur le réseau. À ce moment-là, on parle d'un consommateur électrique. Et la fonction ici, c'est une fonction chargeur. Et donc, au niveau des normes et des standards, c'est vraiment un monde spécifique. Et donc, ceci, où un véhicule normal n'est pas considéré comme un autre équipement qu'un four ou qu'une pompe à chaleur. Par contre, une fois que vous êtes en système bidirectionnel, ici, le chargeur devient ce qu'on appelle un onduleur. Donc, il est capable d'aller de l'AC vers le DC, mais aussi du DC vers l'AC. Et au niveau des normes, dès que vous êtes techniquement capable de faire cette conversion, vous êtes ce qu'on appelle un système de stockage d'énergie. Et c'est tout ce qui est onduleur batterie, le vehicle to grid tombe dans cette catégorie-là. Alors, petite question, pour voir si vous avez bien compris, mais finalement, au niveau des normes, des prescriptions, quelle est la différence entre un onduleur batterie et une Nissan Leaf qui a sa propre borne vehicle to grid? La réponse est qu'il n'y en a aucune. Il faudra suivre exactement les mêmes règles. Et au niveau normatif, c'est l'onduleur qui fait l'échange avec le réseau qui compte. Ce qui passe après est sans importance. Donc le fait que cette batterie bouge ou pas est vraiment sans aucun impact. Alors vous allez entendre aujourd'hui pas mal d'appellations. Il y a le vehicle to everything, le vehicle to home, le vehicle to building, le vehicle même to market. Au niveau des normes et des prescriptions, tout ça c'est exactement la même chose. Ce sont des productions décentralisées comme votre onduleur PV, comme un générateur. Et donc vous devez suivre la prescription fédérale C1011 qui va fixer toutes les règles à suivre. L'autre point qui est super important, c'est que vous avez besoin d'utiliser du matériel qui a été homologué par Synegrid. Donc c'est une condition non discutable. Il y a une petite exception, c'est ce qu'on appelle le vehicle to load. Et vraiment, quand vous êtes off-grid, donc vraiment non connecté au réseau, à ce moment-là, vous ne devez pas suivre ces règles. Et on prend le petit exemple de l'enfant qui charge son drone sur la prise de la voiture électrique en vehicle to load. Donc, pour reprendre vraiment les règles de base,
en production décentralisée, on parle toujours d'installation de production décentralisée. Donc il faut toujours regarder par rapport à chaque raccordement, à chaque compteur, quelle est la somme des productions que vous avez. Donc le vehicle to grid va venir se combiner finalement à votre installation PV, à votre cogénération pour déterminer dans quelle catégorie vous êtes. La première notion, c'est la notion de petit IPD. Donc si vous êtes jusqu'à 5 kVA en mono ou 10 kVA en triphasé, vous êtes dans la procédure simplifiée. Donc vous pouvez réaliser votre projet, avertir le GRD après en disant voilà, j'ai réalisé mon projet. Si vous êtes au-dessus, vous avez l'obligation de demander préalablement l'accord au GRD. Alors la remarque qu'on a, c'est mais les véhicules to grid, c'est un standard 11 kW basé sur le 16 ampères qui se développe. Pourquoi vous restez sur le 10 kVA? Donc, ce sont des normes qui ont été établies au niveau européen dans les années 2018-2019, qui étaient basées sur les standards des onduleurs PV. Donc, effectivement, ces valeurs-là vont changer dans les prochaines années pour s'adapter à l'évolution technologique. L'autre point, c'est l'importance d'avoir un système de protection, de découplage. Donc, si vous êtes jusqu'à 30 kVA, il y a souvent un système interne à l'onduleur qui va protéger l'installation et les gens, si vous êtes en îlotage, ce genre de choses. Si vous êtes au-dessus, vous avez l'obligation de placer un relais de découplage extérieur qui est homologué également par Senegrid. Vous avez tous les aspects télécontrôle. Et donc ça a à voir nouveau avec votre projet. Si vous avez déjà pas mal d'installations photovoltaïques, une cogénération, si vous installez du véhicule to grid, il devra être ajouté, tenu compte dans ce télécontrôle. Le seuil varie d'une région à l'autre. Le dernier point aussi, c'est que vous avez l'obligation de placer un compteur intelligent. Donc à Bruxelles et en Flandre, c'est une obligation depuis des années, parce qu'on a besoin de pouvoir mesurer séparément ce que vous injectez de ce que vous consommez. C'est une obligation maintenant à partir du 1er janvier en Wallonie également de placer ce genre d'équipement. Les relais Influry, ça si vous voulez profiter de petites IPD, il y a un moyen en fait avec un relais homologué de ne pas compter la partie batterie dans ce calcul. Je vous invite à lire la C1011 si vous voulez plus d'informations. Et vraiment bien retenir qu'au fait, vous avez vraiment besoin du matériel homologué pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, si on compare finalement les voitures classiques, le V1J avec le véhicule to grid, au niveau des réglementations européennes, ce sont deux canaux complètement différents. Et donc, découlent de là toutes les règles au niveau de chaque pays, de chaque région. Et donc, en Belgique, on ne fait pas d'exception. Si vous faites un projet véhicule to grid, il ne faut vraiment pas utiliser les règles du véhicule électrique classique. Il faut vraiment se baser sur la C1011. Et alors ici, pour vraiment finir mon introduction, c'est un tableau intéressant qui reprend finalement la différence entre une batterie domestique et un véhicule to grid au niveau d'une installation domestique. Donc, il faut vous dire que la consommation moyenne d'un ménage de 4 personnes, c'est environ 10 kWh par jour. Donc, quand vous placez une batterie domestique, ce sont des racks de 5 kWh. Au niveau des projets qu'on a chez nous, nos clients, en général, ils installent 5 kWh, parfois 10, rarement plus. Mais finalement, avec un véhicule to grid, vous vous retrouvez avec 65 jusqu'à 100 kWh. Donc finalement, vous avez la capacité d'alimenter votre maison pendant plus d'une semaine avec votre véhicule électrique. Et donc, utiliser une petite partie de cette énergie, de cette capacité pour aider le réseau ou réduire vos factures ne va pas tellement handicaper votre capacité de mobilité. Bon, la grosse différence, c'est la présence. Votre batterie stationnaire, elle sera là en permanence, tandis que le véhicule, si vous n'êtes pas là, elle ne pourra pas participer. Combiné avec du PV, en hiver, les deux, finalement, offrent peu de solutions de stockage. En hiver, vous allez produire entre 1 et 8 kWh par jour. Quasi tout sera autoconsommé. Donc, une batterie n'est pas intéressante à l'heure actuelle. Elle va le devenir, et ça, on va présenter les nouveaux tarifs, quand vous pourrez décharger et recharger en fonction des tarifs, un peu comme dans la vidéo qu'on a présentée. Là, il y aura du gaming possible au niveau financier. En été, finalement, vous produisez beaucoup plus que ce que vous allez consommer. Le problème d'une petite batterie domestique, c'est qu'on le voit chez nos clients à 11h du matin, elles sont toutes pleines et finalement, les gens continuent quand même à injecter sur le réseau et à créer tous ces problèmes de congestion. Ici, avec un véhicule to grid et de telles batteries, vous avez un potentiel qui est énorme. Et le dernier, c'est au niveau de l'investissement. Finalement, vous achetez une batterie stationnaire, ça a quand même un certain coût, et vous ne faites que cette utilité-là. L'avantage du véhicule to grid, c'est que vous êtes sur un investissement indirect. Vous achetez une voiture pour vous déplacer, pas pour faire du véhicule to grid, mais vous voyez un potentiel financier derrière et soutien au niveau du réseau. Donc, au niveau de ce qui est homologué, il y a un réflexe à faire, c'est aller voir sur le site de Senegrid, la liste C1026 qui reprend tout ce qui est homologué. Pour l'instant, il y a 3 marques qui ont fait homologuer des systèmes DC de 5 à 28 kVA. Et il faut toujours regarder ici que l'energy storage est coché.
Donc, les gens qui ont fait cette homologation, ils ont fait la même homologation qu'un onduleur batterie. Et si vous avez besoin du petit relais, donc chaque fabricant a fait homologuer le petit relais pour pouvoir rentrer dans le calcul des petites CPD. Donc voilà, ça c'est un exemple, on ne va pas aller dans le détail, des 3 solutions qui sont actuellement homologuées. Elles sont toutes en DC et ça va d'un petit système monophasé, ce qui ne fait que ça, à des systèmes par rack qui permettent de monter jusqu'à 28 kVA, de faire des systèmes de backup en cas de perte d'alimentation. Et la dernière solution, elle a été présentée ici dans les sessions néerlandophones. Elle est assez intéressante. C'est une petite boîte belge qui a développé un boîtier qui se met entre l'entrée batterie d'un onduleur hybride. Donc hybride, c'est onduleur PV plus batterie. Et ce petit boîtier va permettre de contrôler des véhicules classiques, donc même pas des véhicules tout grid, pour pouvoir justement vider leur batterie. Alors là, la remarque, c'est faire attention en fonction du type de véhicule que vous avez. Moi, par exemple, j'ai commandé l'ENIAC comme voiture de société. Toutes les voitures du groupe VW ont une sécurité qui va déclencher après 60 secondes, donc ça ne sert à rien d'investir là-dedans. Mais certaines marques peuvent permettre de faire quand même déjà du véhicule tout grid avec un véhicule qui n'a pas été adapté pour ça. Allez quand même voir le fabricant au niveau des règles d'assurance et de maintien de garantie. Voilà, donc pour résumer au niveau homologation, alors vous verrez que les quantités sont assez faibles. Actuellement, il y a une dizaine de bornes onduleurs qui sont placées sur le réseau en Belgique. Ce sont tous des systèmes DC. Donc la borne onduleur est toujours à l'extérieur. La raison était simple, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de protocole qui permet justement de pouvoir communiquer l'état de la batterie. Et donc il vous faut impérativement un onduleur extérieur qui va pouvoir contrôler cette batterie. Par contre, il y a une révolution en cours. Depuis un an, un nouveau protocole de communication est sorti. C'est l'ISO 15118 qui sera présenté plus en détail tout à l'heure, mais qui permet en fait vraiment de donner l'état de la charge de la batterie à la borne. La grosse modification se permet finalement que l'onduleur est embarqué dans la voiture. Et donc finalement, ça vous réduit finalement l'installation à prévoir. C'est un challenge pour nous, déjà en termes d'homologation, parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas. Ça va être aussi un challenge pour les GRD en termes de gestion opérationnelle, parce que vous passez d'un système qui est fixe, un onduleur fixe à un mur, à finalement une voiture qui peut se déplacer et qui peut changer d'endroit 3 fois par jour. Donc voilà, je vais vraiment aller maintenant plus dans le détail pour expliquer les aspects réseau. Et donc, on passe vraiment d'un système qui était vraiment très simple, que j'aime bien appeler l'Electrabel de papa, où il y avait une société qui gérait tout. Vous aviez des grosses centrales avec du transport, de la distribution. C'était très facile à gérer. Maintenant, on passe sur un système beaucoup plus complexe, où il y a d'une part un besoin de décarbonisation, donc de nouvelles solutions. On a une production qui est de plus en plus décentralisée. Mais cette production, elle a 2 gros inconvénients, c'est qu'elle est variable. Donc, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent. Le deuxième, c'est qu'elle est synchrone. Et on l'a vu en Wallonie l'année passée, en fait, tout le monde produit au même moment. Mais tout le monde ne produit pas aussi au même moment. Et on a aussi de plus en plus de nouveaux usages. Donc avec les pompes à chaleur, le véhicule électrique, les électrolyseurs, qui amènent une explosion de la demande, mais qui ne va pas spécialement être alignée avec cette production. Et l'autre dernier élément, c'est qu'on a affaire à des milliers d'acteurs maintenant, puisque n'importe quel prosumer devient un acteur de ce système, et vous voyez des tas de nouveaux services qui n'existaient pas avant, donc on est très loin de l'acteur unique qui gérait tout ça. Et le dernier point qui va jouer dans le rôle pour les batteries et les véhicules tout grid dans le futur, c'est que l'Union européenne interdit aux GRD, GRT de faire du stockage pur. Donc, stockage pur, c'est vraiment avoir une grosse capacité pour pouvoir charger les batteries, les décharger pour revendre de l'énergie. On pourrait éventuellement, ça c'est en discussion avec les régulateurs, utiliser des petits modules pour régler la tension, mais ça sera tout. Et donc ça veut dire que c'est vraiment défini au niveau européen comme un rôle du marché. Et donc qui dit marché dit que les gens qui vont avoir ce genre de système vont pouvoir participer à des mécanismes. Donc c'est 3 graphiques que j'aime bien montrer. Le premier vient de l'étude d'Elia au fait sur la vision long terme. Ça vaut ce que ça vaut, ce sont des prévisions. Mais ce qu'on voit finalement, c'est que les consommateurs actuels vont commencer un peu à diminuer au niveau de l'impact du réseau. Mais vous avez tous ces nouveaux consommateurs qui n'étaient pas là avant, qui vont se rajouter. En parallèle, on est à 2,1 gigawatts de progression PV ces dernières années. Mais il va falloir faire matcher les deux. Parce que finalement, certains de ces consommateurs ne cadrent pas avec la production PV. Le dernier graphique vient en fait de nos consommations à Bruxelles. Bruxelles, c'est une ville, et on remarque finalement qu'en hiver, le besoin énergétique est 5 fois plus important en gaz naturel pour chauffer les bâtiments qu'en électricité. Donc, ça nous apprend une chose, c'est que finalement, passer à 100% de chauffage électrique, c'est purement irréaliste.
Et deuxièmement, au plus on va électrifier le chauffage, au plus il faudra le faire combiner avec une production décentralisée, surtout au niveau du PV, qui est là présente surtout l'été, plus que l'hiver. Donc le challenge est quand même énorme. Et donc en fait, il y a 4 gros challenges pour les GRD et les GRT. C'est assurer cet équilibre entre production et consommation. Ça se fait au niveau de la fréquence. Les 50 Hz, c'est l'outil qui permet de dire on est en équilibre ou pas. Dès qu'on est hors de cet équilibre, la situation commence à être très critique. Le deuxième, c'est pouvoir anticiper les renforcements. Donc tout ça va coûter énormément d'argent. Où on peut jouer, c'est vraiment limiter les pointes. Parce que si tout le monde demande en même temps une pointe importante, il va falloir renforcer au maximum les réseaux. Au plus on peut l'anticiper, au moins le coût sera important pour la collectivité. Le troisième point, c'est de développer l'observabilité. Il faut savoir vraiment en temps réel, partout dans le réseau, ce qui se passe. Donc au plus vous descendez dans la chaîne, au moins actuellement c'est développé. C'est clair que les postes d'Elia, tout est surveillé, nos postes primaires sont surveillés, mais au plus vous descendez, ce qui se passe chez le client à l'heure actuelle, c'est quand même très compliqué de savoir ce qui se passe chez lui. Mais les plans sont faits pour pouvoir le faire dans le futur. Et le quatrième point, c'est de garantir finalement un niveau de power quality acceptable. C'est vraiment la gestion de la tension. Donc voilà, comment le véhicule to grid et les véhicules classiques et les batteries peuvent participer. C'est vraiment un élément du mix. Il ne faut pas croire que ça suffira, mais c'est un élément qui pourra apporter sa pierre à l'édifice. Comment ? En fait, quand vous avez des surplus de production, c'est à ce moment-là charger toutes ces batteries. Quand vous avez un manque de production, c'est déjà de décaler toutes ces charges classiques et commencer à décharger finalement le surplus que vous avez stocké précédemment. Le dernier point un peu plus technique, c'est en produisant de la puissance réactive. Nous, tout onduleur qui est homologué par Cénigrid a cette capacité de dire je peux transformer une partie de ma production en énergie réactive pour aider. Là, il y a quand même un petit bémol quand on vous a présenté les versions DC et AC, c'est qu'en AC, comme l'onduleur, il est embarqué dans la voiture. Si la voiture n'est pas là, en fait, il ne peut pas aider le réseau à ce moment-là puisqu'il n'est pas présent. Une autre remarque aussi importante que les gens négligent, c'est que finalement, il faut voir l'impact pour le réseau de la puissance de votre système batterie x2. Et on le voit dans beaucoup d'installations de 25 MW de batterie qui sont utilisées pour faire de la flexibilité, que finalement, c'est plus 25, moins 25 en quelques secondes, donc un impact de 50 MW. Et donc ça, c'est aussi un impact colossal pour le réseau. Donc au niveau des supports, il y a déjà tout ce qui est prévu par les normes européennes. Donc quand vous achetez un onduleur, en fait, il y a déjà beaucoup d'actions qui sont entreprises, et c'est le rôle de fournisseur, en fait, de pouvoir les intégrer. Et c'est ça que nous regardons dans les homologations, c'est être sûr que ces supports réseau est déjà assuré. Au niveau global, donc comment ça fonctionne, c'est le rôle d'Elia d'assurer toujours cette balance entre production et consommation via la gestion de la fréquence. Et là, ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que les moments critiques ont changé. Donc avant, le but de tout ce qui a été mis au niveau Elia, c'était d'assurer un support quand on perdait une grosse centrale. Maintenant, les problèmes sont plutôt des problèmes de surproduction. Ils arrivent quand ? C'est les longs week-ends. Ça, il n'y a rien de pire. Et souvent, quand je me balade, je dis aux gens, regardez, vous baladez, toutes les éoliennes sont à l'arrêt. C'est pas qu'elles ne fonctionnent pas, c'est pas qu'il n'y a pas de vent, c'est qu'on ne sait pas quoi faire de cette énergie. Le deuxième point, c'est quand vous avez beaucoup de vent et de soleil, c'est surtout avril à septembre qui sont vraiment les pires périodes de l'année. Et ça peut être accentué si le forecasting n'est pas bon. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, c'était au début avril, la météo avait prévu un énorme nuage de sable du Sahara qui allait arriver en Europe. Et donc le forecasting qu'avait fait Elia était pessimiste par rapport à ce qui s'est réellement passé, puisque ce nuage n'est pas arrivé. Et donc on s'est retrouvé ici en Belgique à avoir 2 gigawatts de surplus. On ne savait pas quoi faire. Donc Elia avait déjà activé finalement tous les mécanismes. Il faut bien se dire que quand on a un problème comme ça en Belgique, on l'a chez tous les voisins. Donc la possibilité de revendre de l'énergie aux voisins, elle n'est pas là. Et donc ce qu'on a vu, c'est que finalement sur le prix de l'énergie, il s'est chuté. Donc à ce moment-là, vous avez déjà un potentiel si vous avez une batterie et que vous êtes un client industriel. C'est que on va vous payer pour recharger votre batterie et certains jours, ces courbes, elles sont en dents de scie. Et donc vous avez vraiment des périodes où on va vous payer pour recharger votre batterie et on va vous payer pour la décharger. Donc même sans compter tous les aspects, je vais dire flexibilité, il y a déjà un gaming financier possible avec une batterie. Au niveau des produits de flexibilité, ils existent depuis très longtemps, donc il n'y a rien qui a été inventé pour ça. Vous avez d'abord une réserve primaire
qui fonctionne sur des faibles variations de la fréquence. C'est un système complètement automatique. Le but est vraiment de pouvoir tenir 5 minutes le temps qu'une réserve secondaire soit activée. Cette réserve secondaire elle est activée de façon automatique aussi par des signaux qui sont envoyés à ceux qui participent à la flexibilité. Le but est nouveau, si nécessaire, de pouvoir atteindre la réserve tertiaire qui elle s'active après 15 minutes. Comment ça fonctionne ? En fait, c'est un paiement par enchère par rapport à des capacités mises à disposition. Donc, qu'elles soient utilisées ou pas, ce paiement se fera systématiquement. Vous mettez une capacité à disposition. Et si vous avez dans les réserves secondaires et tertiaires, chaque fois que ça sera activé, Elia va vous payer finalement un dédommagement pour cette activation. Donc, comment ça fonctionne ? Donc, vous n'avez jamais de contrat direct avec Elia. Elia fonctionne avec un responsable d'équilibre qui, lui, va avoir des contacts avec un FSP, un Flexibility Service Provider, qui vont gérer un portefeuille de clients. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça ne se réserve pas aux clients Elia, donc les gros clients haute tension. N'importe quel URD, même un URD basse tension, peut faire de la flexibilité. On le voit en Flandre, et de plus en plus de clients basse tension qui mettent à disposition leur batterie d'un FSP qui le met à disposition d'Elia. Il y a quand même 2 grosses remarques par rapport au véhicule to grid. Ce potentiel est lié finalement à la disponibilité des véhicules. Si les véhicules roulent à ce moment-là, ils ne sont pas pris en compte et ne pourront pas participer à la flex. Et le deuxième, c'est les limites de disponibilité du réseau local. Et donc, aux Pays-Bas, ils ont subventionné très largement les batteries et offert des prix complètement fous pour participer à cette flexibilité. Et les GRD locaux se sont retrouvés à devoir gérer des problèmes locaux pour répondre à des problèmes de flexibilité. Donc, c'est clair que, vous le verrez avec les systèmes qu'on compte mettre en place, il faut aussi des garde-fous pour éviter, pour solutionner un problème en Espagne, on ne crée pas de problème ici en Belgique. Au niveau de la gestion locale, donc là, on ne parle plus du tout de fréquence, c'est vraiment la tension courant. C'est le rôle des GRD, donc Fluvius, Sibelga, Ores, Reza, les petits GRD wallons. Là, le phénomène est tout à fait différent. Donc, le phénomène qu'on voit, c'est vraiment un problème de soirée sur le réseau basse tension. Et donc, les courbes ici sont assez intéressantes. On voyait qu'il y a environ 10 ans, les courbes étaient assez plates. Avec l'introduction du PV, on voit que finalement, les courbes de charge sur les transformateurs diminuent en journée. Mais par contre, avec tous ces nouveaux usages, que ce soit la pompe à chaleur, le véhicule électrique, quand les gens rentrent chez eux, boum, on branche tout. Et finalement, vous avez cette pointe, cette tête de canard qui commence à augmenter. Et le réseau, il n'y a pas de secret, il est dimensionné sur la pire pointe de l'année. Donc c'est souvent en hiver, on ne va pas vous le cacher. Et une fois que cette pointe est atteinte, il n'y a pas d'autre choix que d'aller changer tous les câbles, tous les transformateurs. Ça a un coût énorme pour la collectivité. Et la situation ici en Californie est assez intéressante où ils ont beaucoup de problèmes en Californie depuis très longtemps. Ils ont subventionné les batteries et au fur et à mesure des années, ils ont réussi finalement, en imposant ces décharges de batteries tard le soir, à diminuer cette pointe et éviter les renforcements. Le deuxième problème typique, c'est la tension. On l'a vu en Wallonie avec tous les décrochages. Mais avant, vous aviez un plan de tension, c'était facile. Vous aviez une paire de tension dans votre câble. Tant qu'au bout de la ligne, c'était bon. Il ne fallait pas se soucier de plus. Maintenant, finalement, en fait, vous avez des problèmes de tension haute, spécialement en été, vers le début de l'après-midi, avec un risque de décrochage des onduleurs PV. Et vous avez sur la même ligne, le soir, en hiver, à 19h, un risque d'avoir une tension basse qui fait que vos équipements arrêtent de fonctionner tout simplement. Et donc là, la règle de base, c'est qu'au plus vous allez autoconsommer vos productions, au moins vous allez générer de problèmes de tension sur le réseau. D'où nouveau le rôle du véhicule to grid et des batteries de pouvoir aider le réseau à ce niveau-là. Et juste pour votre info, avec mes collègues de Reza et La Boilec, on fait maintenant tout un projet pilote où on étudie l'impact de ce véhicule to grid, cette batterie, à différents endroits, des feeders, pour voir vraiment comment il faut dimensionner ces batteries, quel est le support qu'ils peuvent apporter pour vraiment améliorer la tension. En tout cas, il y a eu beaucoup d'études internationales sur le sujet. Elles sont arrivées toutes aux mêmes conclusions. Donc on n'a pas notre problème, c'est le même partout à travers le monde, c'est que c'est vraiment le pic du soir qui est problématique, mais que finalement, plus l'URD est loin du feeder, plus il a un potentiel de flexibilité qu'il pourra vendre dans le futur. Et ça, c'est par exemple ce qui a été fait en Espagne. On voit vraiment que sans installation de véhicules to grid, la tension chutait complètement et les équipements s'arrêtaient. Ils arrivaient à maintenir à 90% la tension avec 2-3 véhicules électriques sur un feeder. Voilà, donc pour résumer, au niveau de la gestion locale, les batteries et les véhicules électriques peuvent déjà apporter
pas mal de solutions pour favoriser l'autoconsommation PV. Ça, c'est vraiment un point super important. L'autre point super important, c'est éviter de devoir renforcer les raccordements. Donc, c'est clair que si vous avez un potentiel de puissance disponible à pouvoir activer quand vous voulez, ça vous permet d'éviter de devoir payer très cher un renforcement pour peut-être 1 ou 2 fois par an. Ça permet d'injecter et d'absorber de la puissance réactive. Donc, si vous voyez le verre de bière, la puissance réactive, c'est la mousse. Moins il y a de mousse, mieux on se porte. Ça permet aussi de lisser finalement en fonction de la tension, les puissances des mécanismes. Et voilà, et en bonus, ça peut servir d'alimentation de secours. Bon, pour l'instant, en Belgique, on n'est pas trop embêté là-dessus. Mais il y a vraiment 2 mécanismes, en fait, qu'il faut mettre en place pour pouvoir récompenser ces bons comportements. C'est inciter vers de nouveaux mécanismes tarifaires, pour que les gens soient poussés finalement à utiliser ces batteries au mieux, et mettre en place une flex complémentaire. Pour l'instant, cette flex complémentaire en basse tension, elle n'est pas mature. On réfléchit à savoir, est-ce qu'on va la faire par système automatique ou sur base de consignes. Ce n'est pas encore défini à ce stade-ci. Donc ici, c'est la pyramide que vous voyez un peu partout, qui reprend finalement comment gérer ces risques de congestion. Le premier niveau, en fait, c'est le niveau du dimensionnement du réseau. C'est le plan de développement. Donc tout le monde développe finalement ses investissements, ses prescriptions techniques. Et j'aime bien reprendre finalement cette annonce faite par Senegrit. Et donc, pour ceux qui pensent que la transition énergétique ne coûtera rien aux contribuables, on a quand même compté qu'il faudrait 31 milliards d'euros en Belgique d'ici 2030 pour les réseaux de gaz et d'électricité pour pouvoir faire tout ce qu'on veut faire. Ce qui correspond à un triplement des dépenses actuelles. Où le véhicule to grid et les batteries peuvent aider, au plus, au niveau local, on va pouvoir s'occuper de la tête du canard, lever quelques plumes. Au moins, il faudra investir. Donc là, le véhicule to grid pourra déjà apporter sa pierre à l'édifice. Le deuxième point, c'est la gestion dynamique des réseaux. Donc ça, on développe, pouvoir changer la configuration des réseaux, mais l'impact restera quand même assez limité. Le troisième point, c'est vraiment favoriser les nouveaux comportements. Et là, on parle de flex implicite. Ça va être vraiment toute une série de nouveaux tarifs qu'on va voir plus en détail région par région. Et le reste est vraiment la flex commerciale. Et là, pour information, Sibelga a publié une consultation publique là-dessus qui détaille notre vision. Et donc, vous êtes amené, si vous souhaitez, à faire vos commentaires. Mais le but est d'assez rapidement pouvoir la faire valider par le régulateur et la mettre en place. Donc, c'est vraiment une mise en place sous peu. Donc, au niveau des nouveaux tarifs, comment ça se passe? Donc, en Flandre, vous avez la mise en place d'un tarif capacitif depuis quelques mois. En Flandre, ils jouent uniquement sur la pointe, donc les kilowatts. Ils ne jouent pas du tout sur les kilowattheures. Et comment ça fonctionne? C'est sur une puissance mesurée sur 15 minutes. Une fois que vous avez atteint votre pointe, à la rigueur, le reste du mois, vous vous en foutez puisque vous avez quand même payé cette pointe. Il y a juste une petite spécificité en Flandre, c'est que vous avez la possibilité de souscrire un tarif dynamique. Et là, c'est heure par heure. Là, vous devenez un vrai trader. Vous regardez la bourse de l'énergie pour pouvoir savoir comment je peux optimaliser ma facture. En Wallonie, l'idée est de mettre un nouveau plan tarifaire d'ici 2026, qui sera sur base volontaire. Il n'y aura pas d'obligation. En Wallonie, en fait, l'idée est d'avoir 5 périodes tarifaires, mais qui correspondent au canard. C'est-à-dire que la nuit, c'est une zone verte. Finalement, les tarifs vont être très très bas pour inciter les gens à ce moment-là à recharger leur véhicule électrique, à recharger leur batterie. Vous aurez une zone rouge de 17 à 22. C'est un peu comme dans la vidéo, c'est la tête du canard. Donc là, le but est vraiment de faire glisser toutes ces charges non essentielles dans d'autres périodes, de décharger le surplus que vous aurez stocké. Et vous avez une période de 11 à 17 pour vraiment favoriser les gens à stocker le surplus, production PV, des voisins, ce genre de choses. Par contre, il y a un énorme bémol. En Wallonie, il y a ce système de compensation qui est d'application. En fait, si vous êtes dans ce système de compensation, ça n'a aucun intérêt. Vous allez perdre votre argent. Donc, si vous êtes dans le nouveau système, vous pouvez regarder le business case. Sinon, attendez 2031, ça n'a pas d'intérêt. Au niveau bruxellois, donc, je vais un peu jouer sur les deux tableaux. Donc, la méthodologie tarifaire a été approuvée par le régulateur, mais dès 2028, on aura 3 zones qui correspondent finalement à ce qu'on a constaté sur nos réseaux. Donc ça, c'est vraiment une charge typique d'un transformateur en milieu urbain. Et donc l'idée, c'est d'avoir un tarif rouge dans cette zone-là
et de pousser vraiment les gens à décharger leurs véhicules électriques, à décaler toute leur charge vers la zone verte. On va aussi adapter les frais capacitaires, mais c'est en one shot. Donc ça, c'est au niveau de votre raccordement. Donc c'est pas comme en Flandre avec une pointe. Il n'y a pas de pointe qui sera mise en place à Bruxelles. Il y a bien sûr l'obligation d'avoir un compteur intelligent pour faire ce genre de choses. Donc, ce que je vais vous présenter reste à l'étude. C'est ce qui est présenté dans la roadmap Smart Grid que nous avons publiée. Donc, il n'y a rien encore de validé. Mais ça donne déjà une idée de ce qui est sous la table. Donc, l'idée, c'est d'actionner graduellement des tas de mécanismes. Et donc, au plus les besoins vont être faits, au plus on va aller dans ce sens-là. Donc, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle cette flexibilité implicite. C'est vraiment déjà donner des signaux aux gens. On va voir comment les gens réagissent. Certains diront, j'en ai rien à cirer. D'autres vont dire, si je peux peut-être aider le réseau ou éviter que mon quartier tombe dans le noir, je vais déjà agir. Le deuxième, souvenez-vous du cas hollandais, c'est de pouvoir envoyer des signaux au marché en leur disant on donne un signal de telle heure à telle heure, de telle couleur, pour éviter que des produits de flexibilité soient activés si on estime qu'il y a un problème dans une zone bien spécifique. Mais l'important, c'est l'anticipation. Donc, ces signaux seront envoyés une semaine, un jour à l'avance. Le niveau suivant, c'est la flexibilité commerciale. Donc là, on est vraiment sur une rémunération des gens. Alors, il y a deux systèmes qui sont étudiés actuellement. Celui qui a notre préférence, c'est de jouer au niveau de la puissance mise à disposition. Donc, dans le compteur Smart, vous avez une courbe de protection qui peut être changée à distance. Donc, l'idée, c'est de dire on vous donne beaucoup de puissance quand le réseau va bien. Mais par contre, dans certaines périodes, en injection ou en consommation, on va vous limiter. On va bien sûr vous avertir et vous allez être rémunéré pour ce service. L'autre, c'est de faire appel à une flexibilité avec des acteurs de marché. On n'est pas fort chaud pour ça parce qu'il y a des risques de gaming assez importants, des gens qui vont créer eux-mêmes une congestion locale pour être rémunérés pour arrêter ce qu'ils ont mis en place. Et puis ici, on n'est pas chez Elia où il y a finalement quelques acteurs. Ça ferait des millions d'acteurs à gérer, donc c'est, à mon avis, peu de chances de pouvoir aboutir. La dernière, c'est la flexibilité contrainte. C'est dire, en fait, si on est à la limite de saturation d'un poste et que tout le quartier risque d'être dans le noir, il y aura des systèmes pour forcer la limitation de certains systèmes. Donc tout ça doit bien sûr être défini dans un cadre régulatoire. On n'en est pas encore là. La seule exception, c'est que le vehicle to grid étant une production décentralisée, si vous êtes déjà dans le cas où vous avez ce système parce que vous avez vos panneaux solaires, ce genre de choses, vous devrez intégrer votre véhicule to grid à ce genre de système et le GRD pourra par exemple demander que vous produisiez du réactif ou que vous limitiez votre injection sur le réseau. Donc pour résumer, la première étape, c'est développer l'observabilité. Donc toutes les cabines dans le futur vont être monitorées en temps réel et seront envoyées au dispatching. Et alors il y a avec le développement du smart meter, ça ne sera pas du temps réel, mais ça permettra de connaître presque chez chaque petit utilisateur quelle est la situation du réseau. Et au plus on aura de données, au plus on peut faire des prévisions importantes. Ces prévisions vont permettre finalement d'activer, dans un premier temps, cette flex implicite à l'avance. Et ce n'est pas nécessaire de faire appel à cette flex explicite locale contre rémunération. Et ce n'est pas suffisante à cette flex contrainte. Donc, dernier petit mot sur l'importance finalement des systèmes intelligents. Donc, l'Energy Management System, c'est clairement le futur. Et donc, voilà, ici, c'est quelques exemples que peut faire ce genre de système. Mais c'est clair qu'à l'avenir, pour pouvoir répondre à tous ces signaux tarifaires, vous n'allez pas manuellement commencer à adapter des choses. Il faudra vraiment penser à installer ce genre de système. Donc, voilà, comme conclusion, donc, ce qu'il faut retenir, Vehicle to Grid, Vehicle to X, c'est une production centralisée. Il faut utiliser du matériel homologué. Le deuxième qu'il faut bien retenir, c'est que finalement, ce stockage ne peut pas être assuré par les gestionnaires de réseau. Et donc, ça va être un besoin du marché. Et donc, potentiellement, il y aura des rémunérations pour utilisation de systèmes qui seront prévus. La troisième, c'est que toutes les règles, en fait, Vehicle to Grid, c'est la même chose que les batteries. Donc, si vous avez une question, vous dites, qu'est-ce que je fais si j'ai une batterie stationnaire chez moi? Ça sera exactement la même réponse pour le Vehicle to Grid. Certains services sont déjà matures. Donc, c'est vrai que favoriser l'autoconsommation, faire du peak shaving, participer à la flex d'Elia, tout ça existe depuis des années et est déjà optimal. Certains services restent à développer. C'est vrai que cette flex basse tension dont on entend parler ou ces nouveaux tarifs, ils arrivent dans les prochaines années. Ils sont dans les cartons, mais ils ne sont pas encore dispo à l'heure actuelle. Et surtout, faire attention aux limites disponibles du réseau. Parce que c'est clair que la limite, ça vont être les câbles et les transformateurs, et on ne sait pas faire passer des quantités d'énergie
fantastique. Je vous reprends l'exemple de la batterie domestique et du véhicule tout grid. Une recharge complète d'un véhicule électrique, c'est quasi ce que vous consommez sur une semaine dans un ménage. Donc c'est clair que les quantités d'énergie sont assez importantes. Et donc ça va être la grosse limite aussi au niveau d'utilisation de ce genre de système en basse tension. Alors, qui contacter ? Donc le premier niveau, si vous avez des questions par rapport à une prescription fédérale, qu'est-ce qui est homologué ? Allez sur le site de Syngrid, toutes les listes sont reprises, toutes les procédures sont reprises. Il y a une adresse email si vous avez vraiment une question liée à la qualification ou si vous devez rentrer un dossier. Donc si vous voulez faire un projet ou ce genre de choses, que le matériel n'est pas sur la liste, le premier réflexe, c'est de demander au fabricant d'introduire son dossier chez Syngrid pour qu'il puisse être ajouté sur la liste. Si vous avez des questions par rapport aux prescriptions régionales, au parcours client, aux tarifs, le plus simple, c'est toujours d'aller sur le site internet du GRD local. Si vous ne trouvez pas des réponses à vos questions, il y a toujours un service client qui va pouvoir vous rediriger. Ils pourront répondre en général à 80% des questions. Ils vont vous diriger vers les bonnes personnes si la question est trop complexe. Si vous êtes un client industriel, vous avez toujours un Key Account Manager qui est là vraiment pour vous aider. Et c'est vraiment des cas exotiques. Il ne faut pas hésiter à contacter le bureau d'études à ce moment-là qui va pouvoir vous guider et dire voilà, dans telle zone, j'ai ça comme possibilité à vous offrir. Et si vous voulez participer à un produit Flex d'Elia, toutes les informations sont sur le site d'Elia, mais allez contacter directement le FSP parce que c'est leur métier et eux vont faire les démarches auprès des GRD et d'Elia pour vous inscrire dans ce programme. Merci Thomas. Voilà, tout d'abord, bonjour à tous. Pour commencer, j'aimerais poser une petite question pour un peu connaître le public. Qui est venu en voiture électrique aujourd'hui ? Ça, une petite tiers, on va dire. Voilà. Et qui a des a priori par rapport à l'électrique, ici ? Une personne, ça va. Qui assume entièrement, parfait. Voilà, donc je vais vous présenter. Donc moi, je m'appelle Vincent Bella. Donc je suis le Technical Manager de Mobilize Power Solutions Benelux. Et donc je vais vous présenter qui est déjà Mobilize Power Solutions. Donc le petit agenda aujourd'hui, on va commencer par présenter la société, présenter les opportunités du marché, présenter également un use case qu'on a réalisé donc chez Enersol, et après terminer par des business cases en entreprise, à domicile, et terminer par une conclusion sur des use cases un peu plus sympathiques pour terminer. Donc voilà, donc qui est Mobilize Power Solutions ? Donc en fait, Mobilize résulte de la joint venture entre le groupe Renault et la société Enersol. Donc Enersol est connu principalement en Wallonie pour l'installation de panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, énergie renouvelable et autres. Et le groupe Renault, vous connaissez tous. Donc le but en fait, c'est de créer une double expertise en voiture électrique et en énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, Mobilize est une nouvelle marque qui a été créée par le groupe Renault, donc Mobilize Behind Automotive, et le but est de créer un écosystème autour des 3 marques principales qui sont Renault, Dacia et Alpine. Donc aujourd'hui, c'est pouvoir proposer des solutions de mobilité à tous les usages. Et donc aujourd'hui, on est présent dans plus de 11 pays, et l'objectif en fait pour développer les véhicules électriques, aujourd'hui, le frein majeur, c'est l'infrastructure de rechargement qui est limitée au niveau européen. Donc en fait, dans chaque pays, ils ont la même stratégie. Il faut une joint venture avec une entreprise locale qui connaît bien ses clients, qui connaît bien sa réglementation. Et l'avantage, c'est que chaque partenaire a ses spécificités. Et ça permet de consolider ça autour de Mobilize pour pouvoir proposer une offre globale en ayant uniquement un seul acteur présent. Donc les 3 points importants de Mobilize, le premier, c'est qu'on offre une solution globale. Donc comme je disais, un point de contact et on peut vous proposer les bornes de rechargement comme aux cartes de rechargement, aux recharges pour camions, voitures ou autres, et tout ce qui est plateforme de gestion de flotte, installation et autres. Donc on a vraiment tout un panel de solutions. Le deuxième point très important, c'est qu'on veut rester très ouvert. Donc toutes nos solutions sont totalement ouvertes vers n'importe quelle plateforme. Donc ça, je fais toujours la référence par rapport à la téléphonie qui est très important. Aujourd'hui, vous avez un téléphone, vous avez besoin de Proximus, Mobistar pour pouvoir lancer un appel. Demain, une borne, c'est pareil. Vous avez une borne. Si demain, vous voulez des services sur la borne, ce qu'on appelle, il faut des CPO, Charge Point Operator. Et donc, si demain, vous achetez une solution fermée, vous êtes limité à vie avec votre propre opérateur et vous ne pouvez pas changer de service. Donc ça peut être très important. C'est comme si vous achetez aujourd'hui un téléphone avec un contrat d'opérateur à vie. Si vous changez d'opérateur, vous devez remplacer le téléphone. Et le troisième point très important aussi, c'est qu'on est multimarque. Donc, c'est pas parce qu'on est
Renault, qu'on est lié uniquement pour les véhicules Renault, on installe des bornes de rechargement pour tous les clients, toutes marques confondues. Voilà. Donc l'important, comme je disais, c'est d'avoir un seul point de contact. Donc on est capable de faire tout ce qui est l'étude en amont, donc analyser tous vos besoins, analyser la flotte, analyser quelle est la puissance de raccordement, quel est le nombre de bornes que vous pouvez installer. Ensuite, une fois que vous avez le go, on est capable de faire toute l'installation, le génie civil et configuration des bornes. Et ensuite, le point très important, c'est ici tout ce qui est énergie. Donc nous, on a une particularité, c'est qu'on veut vraiment combiner la recharge des véhicules électriques sur les énergies renouvelables. Et je vais vous montrer quel est l'intérêt de combiner les deux, quoi. Voilà. Donc, comme j'expliquais, aujourd'hui, une entreprise, beaucoup se posent la question comment je vais faire demain pour passer toute ma flotte de véhicules en véhicules électriques. Donc, vous avez premièrement des besoins en véhicules, infrastructures de rechargement et voitures électriques. Et vous avez également des besoins en énergie, donc panneaux solaires, éoliens, batteries de stockage. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs regardent les deux de manière séparée. On regarde les besoins en énergie et les besoins en véhicule. Nous, l'objectif, c'est vraiment de se positionner entre les deux et d'analyser vos besoins en énergie et se dire, si aujourd'hui vous exploitez que la moitié de votre toiture parce que vous ne devez pas avoir une autoconsommation trop faible, on va plutôt vous dire, exploitez le maximum de votre toiture, mais pensez à passer votre flotte en voiture électrique et vraiment avoir une synergie, ce qu'on appelle un EMS, qui va pouvoir gérer justement le chargement pour améliorer votre consommation. Et ça vous permet d'améliorer votre business model, de réduire vos coûts et d'avoir une innovation plus importante à ce niveau-là. Donc tout ça sera illustré sur un cas pratique. Donc voilà, pour montrer quelques références, les plus connues ici, EVS, où c'est plus de 100 points de chargement qui sont installés. Et ici, le plus gros installation multi-énergie ici, à mon avis, en Wallonie, donc c'est chez Safran Aerobooster. Donc on a plus de 7 mégawatts de production. Une éolienne d'1 méga en carport et 4 mégawatts en carport solaire et plus de 300 points de charge qui vont être installés ici fin d'année. Donc en termes de gestion d'énergie, vous imaginez la complexité du site. Donc voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien démarrer par cette petite slide-là qui montre un peu aujourd'hui les opportunités du marché. Donc si on se replonge un peu dans le passé, l'énergie, comme on l'a montré, était centrée. On avait des productions centralisées et qu'aujourd'hui on est vraiment vers des productions décentralisées. Tout le monde peut être un producteur d'énergie. Et comme le graphique d'Elia l'a montré, d'ici 2035, on va presque doubler, voire tripler la consommation d'énergie. Donc on voit vraiment les challenges importants au niveau énergétique qui est ici à demain. Au niveau de l'automobile, l'arrivée des véhicules électriques rajoute des consommateurs sur le réseau, donc rajoute une complexité supplémentaire. Et au niveau du transport et la distribution, la réflexion, la présentation de Sibelga juste avant le démontre très bien, que demain, ça complexifie également de manière exponentielle, parce que demain, l'électricité passait par les câbles, mais demain, avec le V2G, V2X, V2L, l'électricité peut se transporter d'un point A à un point B à travers votre véhicule. Et donc, il faut également gérer ça. Et donc, ça que c'est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le véhicule électrique, et principalement le véhicule bidirectionnel V2G, va vraiment se situer à l'intersection de ces trois marchés et créer une multitude de business models, business cases hyper intéressants. Et ça qu'aujourd'hui, c'est un marché qu'il faut le reconnaître est encore en pleine évolution, n'est pas encore totalement mature, mais va vous créer demain plein d'opportunités qu'il faudra saisir. Voilà. Donc maintenant, pour rentrer dans l'optimisation d'énergie, on parle toujours de load balancing, smart grid ou autre. Je vais un petit peu détailler tout ça en un cas pratique. Donc je prends le cas d'Enersol. Donc le cas d'Enersol, on a démarré en 2016 de passer toute la flotte de véhicules thermiques en véhicules électriques. Donc on parle de 40 voitures de société. Et pour remettre dans le contexte, 2016, il y a 3 véhicules sur le marché. Donc c'était très ambitieux et on visait 2020, 0 émission de CO2 pour l'ensemble du bâtiment et du parc automobile. Donc comment on a fait ? Première contrainte qu'on avait, raccordement 125 ampères, basse tension. 125 ampères, aujourd'hui un véhicule c'est 16 ampères, 11 kW majoritairement. Au-delà de 8 véhicules, qu'est-ce qui se passe ? Le compteur saute, sans tenir compte de la consommation du bâtiment. Donc on était confronté à ce premier problème. Et le deuxième problème, c'était améliorer l'autoconsommation. Ça, je vais y arriver. Donc, on a dû développer de l'intelligence et de l'innovation sur site. Donc, on a commencé par mettre de la modulation statique, c'est-à-dire que tous les bornes modulaient pour ne pas dépasser la puissance de raccordement. Ensuite, on a rajouté un compteur d'énergie qui mesure en temps réel la consommation du bâtiment pour donner la puissance restante aux bornes de rechargement. Donc, si le bâtiment consomme vite, on chargeait lentement. Mais l'embêtant de ça,
c'était qu'on arrive tous le matin, on veut tous charger. À midi, on a totalement chargé et le soleil arrive l'après-midi. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer son autoconsommation? Donc notre autoconsommation du bâtiment a encore empiré. Donc c'est pour ça qu'on a été un niveau d'optimisation plus loin. On a développé notre propre solution d'optimisation basée sur les besoins des utilisateurs et les énergies renouvelables. Pourquoi? Pour maximiser également le gain. Donc comment maximiser le gain? Ce tableau-ci en fait résume le coût au 100 km en fonction du type de motorisation. Donc pour l'essence, c'est facile. Pratiquement sur tous les pompes à essence, vous avez plus ou moins un prix quasi uniforme. Avec une consommation 6 à 8 litres au 100 km, on va tourner aux 10 € plus ou moins au 100 km. Mais un véhicule électrique, vous voyez qu'en fonction de l'endroit où vous chargez votre véhicule, de la manière dont vous chargez votre véhicule, le prix peut faire x2, x3, x4. Donc j'explique. Ici, vous rechargez sur une borne publique qu'on appelle superchargeur, charge en moins de 30 minutes votre véhicule. Aujourd'hui, le coût moyen sur ces bornes publiques superchargeurs, on est à 65 cents du kilowattheure. 65 cents du kilowattheure, ça correspond plus de 12 à 14 € au 100 km. Donc, ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, quelqu'un qui roule uniquement sur les superchargeurs, ça va lui coûter en énergie carburant beaucoup plus que rouler en essence. Pourquoi? Ce qu'il faut faire, du coup, c'est charger où l'énergie nous coûte le moins cher. Où elle nous coûte le moins cher? À domicile. On a des contrats aujourd'hui à 40 cents du kilowattheure. Plus ou moins, la crise énergétique est derrière nous. 30 cents, voire moins si vous êtes en entreprise, en fonction de votre contrat d'énergie. Mais encore mieux, c'est si vous avez des panneaux photovoltaïques sur votre lieu d'entreprise, on avoisine les 15 cents du kilowattheure. Donc 15 cents en tenant compte de la durée de vie de votre installation et que des moments où vous devez prélever sur le réseau, des fois vous allez injecter. Et donc, ce qu'on a instauré, c'est que dans la Car Policy, qui a évolué en Mobility Policy, on a imposé 70% de charges à l'entreprise à 3 € au 100 km, 15 à domicile, 15 sur les bornes publiques. Donc aujourd'hui, notre coût au 100 km avoisine les 4 € au 100 km. Du coup, l'économie est importante. Mais pour ça, il faut charger au moment où il y a du soleil. Et donc, comme j'expliquais, quand on a démarré en 2016, les panneaux photovoltaïques de 70 000 kWh couvraient la consommation du bâtiment. Donc, on avait un bilan énergétique annuel qui était, 100%, on produisait ce qu'on consommait. Par contre, si on analyse notre autoconsommation, donc l'autoconsommation, c'est la quantité d'énergie qu'on consomme directement par rapport à notre production. Donc, on n'était qu'à 50%. C'est-à-dire que la moitié de la production solaire est injectée sur le réseau. L'arrivée des voitures électriques, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a rajouté 160 000 kWh. On a triplé notre consommation électrique. Du coup, on n'avait plus un bilan énergétique annuel positif. Qu'est-ce qu'on a fait? On a installé une éolienne pour justement rajouter de la production sur site. L'avantage de l'éolien et du solaire, c'est que sur une année complète, on voit qu'on est vraiment plus ou moins à l'équilibre. L'éolienne produit beaucoup en hiver, les panneaux en été. Par contre, on avait toujours le même problème. Tout le monde arrivait à 9 h du matin. Les véhicules chargeaient à pleine puissance quand on n'avait pas de production, ni soleil, ni vent, et on injectait. Donc, on a dû réfléchir à des solutions pour optimiser. Et aussi, l'arrivée des véhicules électriques a fait que notre puissance de raccordement devenait de plus en plus limite. Donc, on avait deux cas possibles. Le premier, c'était se dire, on passe en moyenne tension, installation d'une cabine haute tension, nouveau contrat, coût très important. Ou, on s'est dit, on investit dans des solutions d'énergie renouvelable. Donc, pour vous donner un exemple, notre raccordement 125 ampères, ça correspond à 86 kVA. Uniquement le bureau, on était à la moitié, donc il n'y avait pas de problème. Si on prend uniquement le cas de 25 bandes de rechargement qui chargent simultanément, 250 kVA. On voit qu'on dépasse notre puissance de raccordement, donc c'était impossible à gérer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nos panneaux photovoltaïques, c'est de la puissance supplémentaire qui vient se rajouter à notre puissance de raccordement quand il y a du soleil. L'éolienne également et les batteries de stockage également. Donc on s'est dit, au lieu de faire augmenter notre puissance de raccordement, on va exploiter intelligemment notre puissance à nous, mais charger plus intelligemment les véhicules au moment où on a des énergies renouvelables. Et donc notre prochain objectif, ce sera de mettre une borne DC 150 kVA sur le réseau. Et donc comment est-ce qu'on a fait? C'est simple, c'est quand on arrive le matin, on a une application, donc c'est un partenariat avec Netica qui a développé l'outil NeoFleet. On choisit notre borne de rechargement et on encode simplement on répond à 3 questions. La première, l'autonomie à laquelle je suis arrivé. Pourquoi on doit répondre à ça? C'est qu'aujourd'hui, avec les protocoles actuels, on ne sait pas lire l'information dans le véhicule. Mais ça va évoluer dans le futur. Deuxième question, quelle est la quantité d'énergie que je souhaite, donc le pourcentage de batterie que je veux, et à quelle heure je quitte. Grâce à ça, on permet de
intelligemment de choisir le moment le plus important pour recharger le véhicule. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va garantir qu'à 18h, je vais avoir 80% dans mon véhicule. Mais, imaginons, il y a beaucoup de soleil, beaucoup de vent, ça ne sert à rien d'injecter sur le réseau parce qu'on vous le rachète à 3-4 cents du kilowattheure. C'est financièrement pas intéressant. Du coup, si j'ai de l'excédent que j'injecte sur le réseau, je vais charger jusqu'à 100% parce que c'est financièrement plus intéressant. Mais, si j'en ai pas besoin de charger à 100%, que j'ai besoin que 80%, on va arrêter la charge. Deuxième chose, c'est si j'arrive avec 0%, j'ai besoin le maximum et que je quitte à midi, j'ai besoin prioritaire parce que j'ai une réunion importante, je dois partir à Bruxelles faire une présentation chez Volta, exemple. Et ben là, qu'est-ce qui se passe? Tous mes collègues, leur puissance est réduite parce qu'ils quittent à 18h et je vais avoir la puissance maximale. Donc on va vraiment jouer comme un Tetris pour optimiser l'énergie au mieux. Et donc, on a également une plateforme de gestion où le fleet manager, le gestionnaire d'infrastructure peut voir en temps réel la consommation du bâtiment, la production renouvelable, la consommation des chargeurs et l'optimisation en temps réel et les besoins de chaque utilisateur. Et là, on peut également voir qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin, ils ont un petit soleil, ils sont mis en mode solar only, mais ils vont charger uniquement s'il y a l'injection. Voilà, aujourd'hui, je suis arrivé, j'ai pas besoin de charger plus, pas de problème. Et donc, pour vous montrer les résultats, donc j'ai pris la journée ici du 22 mai 2024, donc il y a 3 semaines. Donc on voit ici sur le graphique, au-dessus vous avez la production et en bas la consommation. Donc premier constat, c'est que vous voyez que c'est un miroir parfait, consommation-production. Et ensuite la ligne rouge ici, c'est notre limite de raccordement. Donc on voit que sur cette journée-là, si on n'avait pas eu cette optimisation de 8h du matin à midi, on voit déjà qu'on était en plein blackout. Donc ici, on voit la production solaire. Donc on est au mois de mai, malheureusement, je vous l'apprends pas, il fait pas très beau, très mitigé. Production solaire en jaune clair. Et ici, la batterie qui est la ligne verte qui s'est déchargée ici pour alimenter le pic du matin. Et le prélèvement sur le réseau. Donc on voit qu'on a vraiment essayé de prélever le minimum par rapport à la production sur site. Et ici, on voit la consommation du bâtiment et la consommation des véhicules. Donc on voit que la consommation des véhicules est nettement plus importante que la consommation du bâtiment. Et donc, en temps réel, on voit vraiment que l'outil essaie vraiment d'optimiser pour dès qu'on a un pic de production, on réduit le prélèvement sur le réseau et pour essayer d'actualiser, on joue avec la puissance des bornes. Et si on regarde plus loin sur une semaine complète, c'est également la même semaine, on voit que tous les jours, on voit que l'optimisation joue bien son rôle, quoi. Donc, du coup, l'objectif, comme je disais, c'est d'améliorer l'autoconsommation pour charger au moment où le prix de l'énergie est le moins cher. Donc, pour rentrer plus concrètement dans les coûts, parce que vous avez vu, il y a des investissements et autres, j'ai créé ce modèle qui est un modèle simplifié, mais qui permet justement de vous donner un peu une idée. Donc, je suis parti sur notre flotte de 40 voitures, qui a été passée de véhicules 100% thermiques à des véhicules 100% électriques. 30 000 km parcourus par tous les véhicules, donc qui nous fait une consommation pour tous les véhicules de 160 000 kWh. Une consommation de 3,1 € pour les électriques et 11 pour les thermiques. Et là, je fais la simulation que les véhicules en prix d'achat TCO électrique sont les mêmes, mais ici je vais regarder que la partie énergétique. Donc c'est bien la partie de TCO. Donc on voit ici l'investissement au niveau de l'infrastructure de rechargement, la position dans la carte policy des 70% à l'entreprise, 15 à domicile, 15 bandes publiques, l'investissement des panneaux photovoltaïques, de l'éolienne et des batteries de stockage. Donc j'ai pris les coûts d'installation publique, pas les coûts que nous avons eu Nersol installés chez nous. Donc voilà, donc si je prends sur l'axe les 10 ans et le coût, en 2016 qu'on a décidé, on avait le choix de rester en thermique. Si on avait continué, ceci c'est le coût cumulé des 11 € au 100 km sur l'entièreté de notre flotte. Donc on voit que sur les 10 années, c'était le coût cumulé. On a décidé de prendre une direction différente, d'investir dans une éolienne, d'investir dans des panneaux photovoltaïques et des bornes de rechargement, et d'investir dans des batteries de stockage. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le coût, on l'a réduit par 3, mais on voit le coût cumulé au niveau des véhicules électriques. Donc aujourd'hui, le temps de retour, comme on peut observer, entre 5 et 6 années, uniquement sur la partie énergétique. Mais nous, notre objectif, c'était d'être autonome en énergie. C'est-à-dire, on voulait être totalement déconnecté du réseau si on le souhaite. Donc notre autosuffisance est pratiquement de 95%. Donc si demain, il y a le prix de l'essence qui augmente ou le prix de l'énergie, on n'est pratiquement pas impacté par ça, parce que nous, on produit tout ce qu'on consomme. Mais donc, c'est pour ça que l'investissement de la batterie était là plus pour l'autonomie, que si on n'en tient pas compte, on peut voir que le temps de retour est réduit au niveau de 4 à 5 années, quoi. Voilà. Donc voilà ici pour le business case juste de l'autoconsommation. Mais on peut dire que demain, on peut aller encore plus loin. Donc, comme j'ai dit, on peut aller un niveau plus loin, c'est utiliser les véhicules comme batterie stationnaire.
comme V2X, V2G, V2H ou autre. Pour faire du V2G, comment ça fonctionne? Il y a deux manières. Vous pouvez le faire du côté alternatif, donc c'est-à-dire que vous avez votre convertisseur dans le véhicule qui fait la conversion AC-DC. Là, je parle juste pour charger un véhicule. Et du coup, qui charge vos batteries en courant continu. Donc, quand on dit un véhicule peut charger jusqu'à 22 kW, 32 ampères, c'est uniquement possible si le chargeur embarqué dans votre véhicule permet de charger à 22 kW, 32 ampères. Aujourd'hui, 90-95% des véhicules sur le marché, le chargeur embarqué est limité à 11 kW, 16 ampères. Donc, on voit que la tendance va vers là de mettre des plus petits chargeurs parce que vous n'avez pas la puissance chez vous pour charger à 32 ampères avec votre raccordement. Et en entreprise, 10 voitures, c'est 320 ampères, vous ne les avez pas non plus. Par contre, les superchargeurs, la conversion se fait dans les bornes, d'où le coût plus cher des bornes superchargeurs et du coût de la recharge également, parce que du coup, on bypass ce chargeur embarqué pour charger beaucoup plus rapidement en charge. Du coup, en charge bidirectionnelle en V2G, aujourd'hui, jusqu'à présent, ce qui est disponible sur le marché et ce qui a été présenté dans Synergrid qui est là, c'est uniquement des bornes côté DC. Donc, c'est uniquement des bornes où il y a dans la borne un convertisseur, du coup, DC-AC pour venir alimenter votre maison. Du coup, ça rajoute un coût supplémentaire dans la borne parce qu'il y a un coût des convertisseurs dans la borne. Aujourd'hui, c'est uniquement disponible en CHAdeMO. CHAdeMO, c'est l'ancien norme plutôt asiatique qui était dans les Kia, les Hyundai, la Nissan Leaf par exemple. Et ce sera prochainement disponible en combo, donc pour les prochains véhicules. Donc le combo aujourd'hui est la norme européenne. Donc pourquoi ça a été le CHAdeMO? Principalement parce qu'ils ont plus de problèmes de congestion au Japon et donc ils ont autorisé plus vite le V2G. Mais comme vous voyez ici dans le schéma, le plus facile en fait, ce serait d'avoir votre convertisseur qui, comme les onduleurs photovoltaïques, serait bidirectionnel, qui pourrait charger, faire AC-DC et faire DC-AC pour ne pas avoir des convertisseurs dans votre borne, également dans votre véhicule. Et donc, comme vous l'avez vu sur la vidéo introductive, donc Mobilize Power Solutions est le premier acteur à avoir développé la première borne V2G en AC compatible avec la Renault R5. Donc aujourd'hui, elle sera disponible Q4 pour la France et Q1 pour la Belgique, 2024. Et donc la Mobilize Powerbox a été développée avec la Software République, qui est un consortium de plusieurs entreprises, dont Orange, Renault Group et dont Thales. Et donc, on va utiliser le chargeur bidirectionnel de la Renault qui pourra charger, décharger le véhicule. Donc, l'avantage, c'est qu'on pourra avoir un prix beaucoup plus concurrentiel et pouvoir avoir une borne V2G qui sera au prix d'une borne classique AC, quoi. Donc, quel est l'avantage borne AC ou borne DC? La première chose, c'est que en borne DC, comme j'ai dit, vous avez le coût des convertisseurs. Donc, le coût des bornes sont beaucoup plus chers. Donc, aujourd'hui, on parle d'installation beaucoup plus au l'ordre de 5 à 10 000 euros, l'installation, voire plus. Tandis qu'en AC, vous avez uniquement les convertisseurs sont dans le véhicule, donc c'est beaucoup moins cher. Ensuite, c'est au niveau de la compatibilité borne-véhicule, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il n'y a pas encore de normes et de standards au niveau du V2G côté AC. Tandis qu'au niveau DC, il y a le CHAdeMO qui est déjà possible et Combo qui va arriver ici dans le futur. Par contre, en AC, comme vous l'avez vu, vous êtes limité en puissance par le convertisseur de votre véhicule. Tandis qu'en DC, ça va être la puissance de votre borne qui est externe au véhicule qui va permettre de charger et décharger de manière plus rapide. Donc voilà, la borne, malheureusement, j'ai oublié le prototype au bureau, mais elle était déjà disponible ici. Donc on a reçu la semaine passée les tout premiers prototypes ici pour le Benelux. Donc on a reçu 4 premiers prototypes qui sont justement en test chez différents clients. Ensuite, voilà. Donc maintenant, pour passer au cas concret, quels sont aujourd'hui les business models V2G que vous pouvez voir en entreprise? Le plus simple, c'est faire de l'autoconsommation avec vos véhicules. Donc ceci, c'est les Wallbox Quasar, et donc on a 3 Nissan Leaf qui sont encore en CHAdeMO. Donc on utilisait justement nos batteries des voitures pour faire du V2, pour faire de l'autoconsommation. Donc aujourd'hui, pour donner juste un ordre de grandeur, la batterie que nous avons installée, c'est une 200 kWh. On a fait une extension à 400 kWh. Aujourd'hui, 40 véhicules sur notre parking. On a 2000 kWh de batterie stationnaire sur notre parking. Aujourd'hui, tous les véhicules ne sont pas V2G, mais on a 10 fois plus de capacité potentiellement disponible sur notre parking qu'en stationnaire. Donc, c'est-à-dire que demain, si tous les véhicules sont V2G, ça fait que chaque parking d'entreprise a vraiment un potentiel de stockage pour travailler sur la flexibilité et sur d'autres différents marchés. Donc, ça, c'est vraiment très important.
Donc voilà, un autre business case intéressant, c'est le peak shaving. Par exemple, ici, on a eu un pic de puissance sur le réseau. Et donc, principalement en moyenne tension, il faut savoir que ce pic-ci, vous allez le payer en transport et en distribution sur les 12 prochains mois. Et donc, ça peut faire des coûts assez exorbitants qu'aujourd'hui, on ne tient pas compte. Donc ici, aujourd'hui, on n'a que 40 voitures, mais les parkings qui vont en 40, 50, 100 voitures, il faut avoir en tête que chaque pic, vous payez sur toute l'année. Donc, il faut également savoir qu'il faut pouvoir éviter ces pics, répartir mieux équitablement pour justement payer moins de coûts de raccordement. Donc, clairement, qu'est-ce qui se serait? C'est qu'au lieu de charger entre 9 et 12 heures des gens qui restent toute la journée, ce serait limiter ce pic pour réduire et ne pas payer ça, et que les véhicules se déchargent pour se recharger 1 heure plus tard, 2 heures plus tard ou autre, quoi. Donc ça va être des business cases aussi également intéressants. Ensuite, pour revenir au business case à domicile, aujourd'hui, quel est le plus intéressant à l'heure d'aujourd'hui? C'est l'énergie la moins chère, comme je l'ai dit, elle est à l'entreprise. C'est l'énergie qui coûte le moins cher. Et chez vous à domicile, en fonction de votre contrat d'énergie, elle est plus chère qu'à l'entreprise. Donc, au lieu que l'entreprise réinjecte son surplus d'énergie dans le réseau qui vous le valorise à 3-4 cents du kilowattheure, autant charger l'entreprise et du coup décharger chez vous. Donc là, c'est une photo à mon domicile. Donc justement, qu'est-ce que je fais? Je charge à l'entreprise et le soir, au lieu de me connecter et me dire je vais recharger ma voiture, qu'est-ce que je fais? Je décharge ma voiture. Et pour revenir à l'exemple de la courbe du canard, du coup, la journée, j'ai mis de l'énergie dans la voiture au lieu d'injecter sur le réseau. Et le soir, au lieu d'augmenter mon pic, moi, je participe au réseau et je réduis ce pic de puissance. Et donc, du coup, j'injecte tout sur le réseau. Bon, je vais dire pour la petite anecdote. J'ai poussé le concept plus loin. J'espère qu'il n'y a pas des gens de Lidl dans la salle. Chez Lidl, ils ont mis une borne gratuite pendant tout un moment. Borne d'essai, 50 kW. Donc, du coup, pendant que je faisais mes courses, je rechargeais ma voiture gratuitement sur le compte de Lidl. Et du coup, j'allais décharger chez moi. Et du coup, j'ai pu pousser encore le concept plus loin. Mais ça, j'ai pas calculé le business case. C'était un peu plus tordu. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ici, j'ai fait un exemple. Donc, imaginons, on est en borne côté DC. Donc, je reviens au cas. C'est dans le cas où la borne, vous avez les convertisseurs dedans, dans le véhicule. Donc, du coup, un coût d'installation, j'ai mis à partir de 6 000 €, mais qui va dépendre de la borne, de la puissance que vous allez choisir. Prenons l'hypothèse que vous avez un coût de charge à l'entreprise à 15 cents du kilowattheure. Je ne prends même pas l'exemple que c'est injecté sur le réseau, c'est du surplus. Je prends un contrat d'énergie à domicile aujourd'hui avec un contrat fixe, on va être à 40 cents du kilowattheure, qui me fait un delta de 25 cents du kilowattheure entre les deux, entre l'entreprise et le domicile. Je vais considérer 3 scénarios, réaliste, moyen, optimiste. Le réaliste, qu'est-ce que c'est? C'est que par jour, je décharge 10 kWh dans la maison. L'optimiste, 20 kWh. Et une session de charge par jour. Et ici, une session de charge, mais 250 jours par an contre 150 jours par an. Et qu'est-ce qu'on voit? Que ici, en réaliste, ça fera 1500 kWh par an injectés dans la maison. Donc, un gain annuel de 375 € par an. Donc, on voit un temps de retour de 16 années si on considère un coût à 6 000 € de l'installation. Dans le cas les plus optimistes, ça fait plus ou moins 1250 € de gain annuel et donc un temps de retour aujourd'hui entre 4 et 5 ans. Donc, pour vous redonner un ordre de grandeur, tout le monde se dit oui, mais comment je range chez soi? Donc, ça a très bien été expliqué par Thomas. 10 kWh, il faut considérer que sur l'autonomie d'une voiture, ça correspond à 35 km d'autonomie. Aujourd'hui, on a 400-500 km d'autonomie. Avec 35 km déchargés chez vous, vous avez amplement assez pour retourner au travail le lendemain, sauf exception. Et donc, 10 kWh, une batterie aujourd'hui entre 60 et 70 kWh, c'est une semaine d'autonomie. Maintenant, je prends le même cas, les mêmes hypothèses, mais je considère qu'on est en borne AC. Pas de chance, on est la seule borne compatible. Aujourd'hui, comme je dis, un coût qui va avoisiner le coût d'une installation classique, aux alentours des 3 000 €. En prenant les mêmes hypothèses, on voit que les gains sont les mêmes, mais le temps de retour pour l'installation complète peut aller jusqu'à 3 années pour le scénario des plus optimistes. Voilà, donc c'est juste pour donner un ordre de grandeur des possibilités demain et que ça crée pas mal d'opportunités. Donc voilà. Donc pour conclure, je vais terminer par des petits use cases un peu plus sympas. Donc on a parlé V2G, V2X, V2L et d'autres encore pour la prochaine présentation. Je pense qu'on est les premiers à avoir inventé le V2P. Donc V2P, pourquoi? On l'a baptisé pour véhicule tout parti. Donc là, on est en 2018. Donc on s'est déjà amusé avec les premières
convertisseur bidirectionnel avec la Nissan Leaf. Et donc, on a totalement alimenté toute une soirée, donc pompe à bière, DJ et autres, par la batterie de la voiture, ici, qui était la Nissan Leaf. Donc, tout le monde m'a toujours, pendant la soirée, m'a dit, tu vas rentrer à pied. J'ai perdu 20% maximum d'autonomie, quoi. Sauf, gros problème, c'est que il y avait beaucoup de gros buveurs, et quand les pompes à bière, vu que c'est un pic de puissance, quand le compresseur se met en place, quand 2 pompes à bière, le compresseur se démarrait simultanément, ça faisait un point de vitesse, et ici on était limité à 3 kW. Du coup, ça sautait. Donc on a dû réfléchir à des solutions, donc on est passé à l'étape au-dessus, on a développé la remorque solaire. Donc la remorque solaire, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on a intégré des batteries stationnaires dans la remorque, avec des panneaux qui viennent se déployer pour recharger les batteries, avec une borne V2G 10 kW triphasée, qui permet justement d'être chargé par une voiture. Donc, quel était l'avantage de cette solution-là ? C'est que tous les pics de puissance par n'importe quel consommateur, pompe à bière ou autre, étaient absorbés par nos batteries stationnaires, et nos voitures venaient tranquillement recharger à tour de rôle les batteries stationnaires dans la voiture, dans la remorque. Donc, ça nous a permis sur des foires. Ici, on a rechargé totalement une moto électrique. Ici, on recharge une voiture électrique via le chargement de nos batteries stationnaires et via une borne. Pour ceux qui connaissent le groupe Icons, ils ont tourné leur clip dans un vieux dépôt désaffecté à Verviers qui n'avait pas d'alimentation électrique. Donc du coup, on a utilisé notre remorque solaire pour alimenter tous leurs clips. Donc c'est plus sympa qu'avoir un groupe électrogène qui fait beaucoup de bruit. Et donc voilà, pour terminer en fait mon exposé, ce que je veux juste vous montrer, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens sont réticents par rapport à la voiture électrique ou autre. Je veux juste que vous vous souveniez en fait du graphique avec l'énergie, le transport et les véhicules électriques, et aujourd'hui que le véhicule to grid se place vraiment au milieu et crée énormément d'opportunités. Donc demain, c'est à chacun de nous de pouvoir profiter de ces opportunités et justement de créer des business cases intéressants pour maximiser l'autoconsommation, maximiser les gains, jouer sur la flexibilité et autres. Voilà. Je vous remercie pour votre attention à tous. Et Merci beaucoup. Thomas Bertrand et Vincent Belin. Je propose une petite pause maintenant. Et donc, on peut se retrouver dans 15 minutes. Il est environ moins quart. Alors, à 8 heures, alors plus ou moins, on peut se retrouver. Et ceux qui sont en ligne, on se revoit alors d'ici 15 minutes. Merci pour votre attention. À tout à l'heure. Alors, nous avons vu dans une première partie plutôt les aspects réseau. Nous avons vu un excellent business case. Donc, de quoi puis-je encore vous parler ? En fait, je voudrais vous parler d'exemples concrets de véhicules to load, de véhicules to home, de véhicules to grid et d'un thème dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, du véhicule to véhicule. À travers mes exemples, je vais vous présenter un peu les avantages et les inconvénients, les défis et surtout certains exemples de mise en œuvre. Le dessin là, vous l'avez vu, c'est Vincent qui l'a présenté. Et en fait, je voudrais m'attarder un tout petit peu plus sur la partie du milieu, qui est le V2L, le Vehicle to Load, et expliquer un certain nombre d'exemples concrets dans la pratique. Donc, nous avons vu dans la présentation précédente qu'il était possible d'alimenter beaucoup de choses jusqu'à une pompe à bière depuis une voiture. En fait, ce genre de technique nécessite des investissements très bas, finalement. Sur le site de BYD, par exemple, vous voyez que pour 41 €, vous pouvez acheter la fiche qui se met dans la prise de la voiture et qui permet de charger vos équipements. Il y a une information qui est importante par rapport à ça, surtout si c'est vous qui conseillez ça à vos clients, c'est le problème de la terre. Donc, en fonction de ce que vous branchez, que ce soit une friteuse ou que ce soit juste une lampe, etc., il peut y avoir des problèmes de terre. Et ça vaut la peine, en fonction des types de connecteurs que vous achetez, de pouvoir bien vérifier ça, de regarder peut-être sur les forums, etc. Mais il y a vraiment un peu de tout. Donc ça, c'est important, mais c'est quand même quelque chose qui est vraiment normalisé. Et comme Vincent l'a dit, ça se fait sur donc une phase, 16 ampères, donc ça vous donne 3,7 kW. Avec ça, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Donc, à part le thème de la terre, c'est un bon système. Et souvent, quand on entend parler du véhicule to load, le système s'arrête là. Les gens se disent, voilà, c'est intéressant, c'est un peu un truc de hobby. Mais en fait, dans beaucoup de pays,
dans les maisons qui sont alimentées avec des réseaux qui sont un peu moins solides que ceux que nous avons en Belgique, en fait, souvent, les maisons sont câblées sur 2 circuits. Le circuit bleu, le circuit rouge, je dirais. Le circuit rouge, c'est tout ce qui est absolument essentiel et qui est alimenté, par exemple, avec des panneaux solaires ou supporté par des batteries stationnaires. Et puis, tout ce qui est optionnel, je sais pas moi, une partie de l'éclairage, etc. Et donc, beaucoup de maisons dans des pays en Australie, en Afrique, etc., aux États-Unis aussi, dans pas mal de régions, ont en fait, dans le câblage de la maison, un transfer switch auquel on peut connecter alors la voiture pour servir de backup à l'installation. Et en fait, souvent, dans ces cas-là, la voiture est utilisée non seulement pas pour alimenter juste une charge ponctuelle qu'on vient mettre, mais pour vraiment se loguer dans la voiture. Et c'est important de se rendre compte qu'ici, on n'est pas dans les applications vraiment vehicle to home dont on peut parler, c'est juste la partie vehicle to load. Il suffit de faire cette partie-là, et ça permet quand même de pallier à pas mal de besoins de la maison, certainement dans des pays où il y a plus ou moins de blackout. Pour l'anecdote, j'ai un ami qui habite en Zambie et qui a réussi à décrocher la concession de BYD en Zambie. Eh bien, il s'allie avec des installateurs électriques qui permettent à leurs clients de venir faire ce genre d'installation-là, parce que c'est un avantage énorme. En Zambie, ils ont parfois jusqu'à 10 heures de délestage par jour, et donc juste les batteries stationnaires ne suffisent pas pour alimenter la maison. Et donc, ce genre de système est certainement appelé à se développer dans ce genre de pays. Alors, peut-être une petite anecdote sur la partie du véhicule to véhicule. En fait, le véhicule to véhicule semble un concept assez élaboré. J'ai trouvé cette image sur Internet qui est en fait une blague de Ford qui dit « Ah voilà, nous avons réussi à recharger une Tesla ». En fait, ils l'ont simplement fait en AC en utilisant une prise comme celle que je vous ai présentée et un chargeur tel que la société pour laquelle je travaille et mon collègue Michael ici, là, le Smart Cable de Goneo, qui est simplement un câble qu'on pourrait brancher sur votre connecteur à 41 €, et avec ça, vous pouvez déjà faire du dépannage. Évidemment, ça n'ira pas très vite, mais ça permet certainement de pouvoir se dépanner. Le vrai véhicule to véhicule, tel qu'il est présenté là, en fait, était surtout développé suivant le standard CHAdeMO, qui est donc le standard plutôt japonais, mais qui lui demande un protocole de communication spécifique. Et tout à l'heure, je vais vous parler du fameux protocole ISO 1518. Le véhicule to véhicule n'est pas encore décrit dans le ISO 1518. Donc c'est quelque chose qui serait encore appelé à se développer, mais qui, dans un système de généralisation des véhicules électriques, pourrait être une solution et pourrait certainement permettre, alors sur un parking par exemple, de pouvoir avoir des échanges entre véhicules. J'ai même lu un papier une fois qui discutait de l'utilisation dans laquelle la voiture intelligente pourrait même être connecté avec l'idée des prix de l'énergie, pouvoir dire, tiens, mais quand c'est intéressant de pouvoir donner de l'énergie à l'un ou l'autre, de pouvoir le gérer comme ça, sans intervention humaine, en utilisant la blockchain. Donc le futur nous dira si ce genre de solution peut être utilisé, mais dans le monde de l'omniprésence de véhicules électriques, c'est quelque chose qui est important. Et par exemple, en Chine, c'est quelque chose que beaucoup d'opérateurs regardent de manière très attentive. Alors, on a discuté de la Renault. Je voudrais aussi vous donner une idée, parce que vous recevrez probablement les questions de vos clients, de dire, mais finalement, combien de véhicules aujourd'hui permettent de faire ce véhicule to load, véhicule to home, véhicule to grid. En fait, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il existe une banque de données sur Internet qui s'appelle la EV Database et qui contient ce genre d'informations. Donc ici, j'ai pris l'exemple de la Kia et vous voyez, je sais pas si le laser peut fonctionner, voilà. Ici, donc vous voyez que cette voiture a le sigle V2LHG. Et un peu plus loin, quand vous déroulez le menu, vous voyez que pour toute la voiture, il y a un cadre qui permet de dire, ah voilà,
qu'est-ce que je fais? Véhicule to load, véhicule to home, véhicule to grid, en AC ou en DC. Et ça permet de voir ce que la voiture permet de le faire. La banque de données contient quand même un certain nombre de modèles, et c'est ça qui vous donne une idée de l'évolution du marché. Oups. J'ai aussi un problème de batterie. Voilà. Vous voyez ici que si on prend juste les statistiques de la banque de données, vous voyez que véhicule to load 68, véhicule to home 50, véhicule to grid 50, pour un total de 356. Donc ça donne une idée de, je sais pas moi, 15%, 20% dans les voitures qui arrivent. Et donc, bien que ce ne soit pas encore très connu sur le marché, c'est vraiment quelque chose qui arrive avec un petit peu plus de véhicules to load que de véhicules to grid ou véhicules to home. Mais c'est une situation qui arrive. Maintenant, je pense pas qu'il y ait 50 véhicules qui sont déjà certifiés sur le site de Synergrid. Alors c'est peut-être une autre question, mais donc on voit quand même que ce genre de solution est en train d'arriver. Je vous conseille vraiment cette banque des données pour vous faire une idée de ce qui existe comme véhicule. Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur le véhicule to load. Maintenant, parlons un peu de nouveau du canard. Donc le thème qui est vraiment important dans maintenant le véhicule to home, c'est de savoir comment on peut l'organiser. Je pense que tout le monde est convaincu qu'il faut absolument faire quelque chose parce que d'année en année, avec l'émergence de la production solaire, nous avons des courbes qui vont dans ce sens-là. Mais une chose qui, finalement, rebute un peu l'utilisateur et des questions auxquelles vous, en tant qu'installateur, êtes confrontés, c'est de dire, oui, mais voilà, comment ça marche? Comment je vais être sûr que j'ai un système qui va pouvoir fonctionner? Et la question que je voudrais traiter maintenant, c'est de dire, tiens, est-ce que ce système doit être car-centric, donc organisé par le véhicule, ou doit être organisé à partir de la maison? Alors, évidemment, la question, c'est que on se trouve à l'intersection de mondes qui sont assez différents. Il y a le monde des vendeurs de voitures, il y a le monde des gestionnaires de réseau, et il y a le monde des utilities ou des gestionnaires de flexibilité ou des vendeurs de flexibilité. Que veulent les marchands de voitures? Ils veulent vous vendre une voiture, évidemment. Et qu'est-ce qui peut vous convaincre? Un, c'est le prix, ou le TCO, de dire, vous payez un peu plus cher pour la voiture, mais vous avez des subsides, mais ça vous coûte juste, comme tu disais, 6 euros ou 4 euros par 100 km versus 11 euros, il n'y a pas d'entretien, etc. Les gestionnaires de réseau, ce qu'ils veulent, c'est que le réseau soit stable, peut-être plus ou autoconsommé, ça fait moins de pertes sur le réseau. Et les opérateurs de flexibilité, ils se font connaître sur le site d'Elia, ils veulent agréger des charges. Pour le moment, ça ne se fait surtout que en haute tension et en moyenne tension, mais comme le disait Thomas, c'est un marché qui va finir par arriver au niveau de la basse tension, mais qui demande évidemment de créer ce qu'on appelle des virtual power plants, c'est-à-dire c'est pas juste avec la flexibilité d'une seule maison qu'on va pouvoir faire quelque chose sur le marché, et ça demande donc de réaliser une certaine agrégation. Et donc finalement, indépendamment de l'aspect du chargeur et de la voiture, c'est un problème IT. Et c'est ça qui est, je dirais, le défi par rapport à ce genre de technologie, c'est que ça demande à l'installateur qui propose une telle solution, d'avoir quand même un peu de connaissances IT, de voir comment tout ça peut être intégré autour d'une maison. Alors, je vais d'abord aborder la question de dire, tiens, est-ce que ça pourrait être organisé autour du véhicule? L'exemple que vous voyez sur les slides est un exemple en Californie, dans lequel BMW a essayé de faire une percée sur le marché et de prendre plus de place sur ça, et dit voilà, nous allons organiser le marché du véhicule to grid. Et pour ça, ils se sont mis d'accord avec les 5 big utilities qui sont sur le marché et avec le gestionnaire de système, le California ISO, et de dire voilà, je vais organiser les demandes, je dirais, en venant du marché et les signaux tarifaires. Et de l'autre côté, je vais, moi, rémunérer
les utilisateurs de mes voitures autour de ça. Alors, il y a une question qui est vraiment importante, c'est de dire, je ne peux faire ça que si je connais les besoins. Vincent a montré aussi que même dans la partie des l'air-sol, j'arrive au bureau le matin, je dois encoder, j'ai autant de state of charge, je dois aller jusque-là, etc. L'avantage ici, c'est que le constructeur automobile connaît le state of charge, donc il sait ce qu'il y a dans la voiture, mais ce qu'il ne sait pas, c'est combien de charge j'ai besoin, comment je dois le faire. Et bon, aux États-Unis, ils ont intégré ça dans leur application, mais je voudrais quand même attirer sur votre attention que les constructeurs automobiles y pensent déjà, et le print screen que vous voyez à droite, là, avec Calendar Integration, vient de mon application BMW, dans laquelle je vois que BMW me propose déjà de partager avec eux mon calendrier, de manière à ce que mais je sais déjà que tu vas aller chez Volta, tu vas rouler autant de kilomètres, etc., et que eux pensent déjà de dire, ok, tiens, c'est bon à savoir, peut-être que demain je peux te proposer quelque chose. Je ne veux pas rentrer dans la paranoïa de dire, qui possède mes données, etc. Mais c'est intéressant de voir que les constructeurs automobiles, s'ils veulent vous proposer ce genre de service, ils ont besoin de connaître votre calendrier. Alors, un autre thème qui est à ça, c'est que, quelque part, la voiture doit rentrer dans la maison. Et aux États-Unis, je ne sais pas si vous savez quelle est la société qui a installé le plus de panneaux solaires dans les 5 ans. C'est une société que vous connaissez. Tesla. Tesla a installé le plus de panneaux solaires aux États-Unis. Vous voyez ici, c'est le site de Ford qui également dit ça. Voilà, moi je suis Ford, je suis un vendeur de voitures. Je propose de venir installer l'infrastructure pour avoir un Home Energy Management System. Donc, il y a une chose qui est sûre, c'est que les constructeurs automobiles vont vouloir quelque part rentrer dans ce marché-là. Alors, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pas réaliste? Bon, en Europe, on est beaucoup plus segmenté, donc on ne voit pas encore de constructeurs automobiles qui viennent nous proposer d'installer des panneaux solaires. Donc, je pense pas que ça va arriver. D'autant plus, il existe le fameux protocole ISO 15118. Et ça, c'est, je dirais, une énorme révolution et c'est absolument nécessaire pour la partie véhicule to grid et c'est d'ailleurs utilisé en général par la charge d'essai. En fait, le protocole ISO 15118 est un protocole qui rend la communication entre la borne de charge et la voiture beaucoup plus riche. Il y a une partie qui est liée à la sécurité, dans le sens où il y a un certificat qui est installé sur la borne, il y a un certificat qui est installé sur la voiture, et ça permet d'avoir une bien meilleure certification des échanges et d'éviter la fraude. Mais ça permet également de communiquer toute une série d'informations sur la voiture, entre autres le state of charge. Et donc, dans la borne dont parlait Vincent, de dire voilà une borne qui permet de faire du véhicule to grid, mais c'est une borne qui doit communiquer dans ce fameux protocole ISO 15118. Et c'est ça qui fait qu'en fait, quand vous avez une charge en courant continu, vous avez toujours l'état de la batterie, vous avez probablement vu ça, pour ceux qui roulent en électrique, vous allez charger votre voiture sur une borne d'essai, vous voyez directement le pourcentage, vous allez vous charger sur une borne AC, vous ne le voyez jamais. Et ça, cette information est connue des constructeurs de la voiture, parce que ça, ils ont l'information tout le temps à disposition. Si vous avez l'app de votre voiture, vous pouvez le voir, mais cette information n'est pas disponible dans la borne. Avec ce protocole-là, qui est indispensable, l'information est connue. Donc c'est pour ça que je pense qu'en Europe, en tout cas, avec l'avènement de ce protocole, nous aurons probablement plus une approche qui soit home-centric, organisée par la maison, plutôt que car-centric. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on veut vraiment organiser ça complètement, qu'est-ce qu'il faut comme élément? Ça commence par ce que je vous ai déjà dit, le calendrier. Ça, de toute façon, il faut le partager, de voir comment ça fonctionne. Il faut une fonction de pouvoir bypasser le calendrier en disant « charge maintenant ». Et puis, il faut un système qui puisse tenir compte des besoins de la maison. C'est la même chose que ce qu'on a vu dans l'entreprise et l'air-sol, mais organisé autour de la maison. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut une borne. Et alors, il faut une possibilité de dire, tiens, maintenant, quand je fais le véhicule to grid, quand je vais sur le grid, tiens, où est-ce que ça peut se passer? Donc,
le cas qui est ici, c'est un proof of concept qui a été fait aux Pays-Bas, qui venait au départ de l'université de Delft, mais après qui est devenu vraiment une spin-off, dans laquelle eux se sont associés avec un acteur de flexibilité. Si vous vous souvenez de la présentation de Thomas, il présente la flexibilité implicite, niveau 3, le niveau 4, la flexibilité explicite. Donc ça, c'est un exemple de flexibilité explicite, mais qui n'est pas rémunérée par le gestionnaire de réseau, mais vraiment par un gestionnaire de flexibilité qui, lui, peut donner une valeur au kilowattheure au moment où c'est pas juste pour recharger la maison, mais également pour pouvoir recharger sur le réseau. Et alors, la question qui se pose ici, c'est où se trouve l'intelligence? Et en fait, il y a un peu deux tendances. Il y a une tendance qui est de dire do it yourself. Et vous connaissez tous probablement le concept, je dirais, qui s'appelle Home Assistant, qui est une communauté open source, qui est à peu près pour n'importe quel appareil connecté, tant en IoT qu'en energy management, possède un driver. Vous avez une Tesla, une toilette pour chien, des rideaux électriques ou un chargeur de véhicule électrique. Eh bien, il existe très probablement le driver sur Home Assistant. Et donc, il y a moyen, donc eux ont bricolé, ont concocté, je dirais, une solution autour d'une maison en y mettant le dashboard et en organisant toute la partie pour organiser en fonction des signaux tarifaires qui possèdent de leur opérateur de flexibilité de pouvoir faire ça. L'avantage de cette solution, c'est qu'elle est extrêmement peu chère. Le désavantage, c'est qu'elle n'est pas plug and play dans n'importe quelle maison, parce que chaque maison aura un certain nombre de appliances, d'onduleurs, de batteries, de chargeurs, etc., qui seront chacun un petit peu différents, et il n'existe pas encore de protocole universel. Une autre solution, ça c'est une solution plutôt industrielle, qui est proposée par la société Nextlab, qui est d'avoir une solution qui est préconfigurée. Il y a une espèce de Raspberry Pi industriel sur lequel le logiciel est installé, et ils offrent un écosystème dans lequel tout est préconfiguré. Le désavantage de ça par rapport à Home Assistant, c'est qu'il y a beaucoup moins d'appareils qui sont disponibles. Je sais pas, vous aurez peut-être 3 ou 4 inverteurs différents, 4 ou 5 batteries, etc., etc. Vous n'ouvrez pas encore tout, mais au moins ce qui est dedans est relativement plug and play. Et c'est alors eux qui se chargent de l'interface avec un certain nombre d'opérateurs sur le marché avec lesquels vous pouvez vendre les services. Et donc, ils proposent une application dans laquelle, il y a d'abord un écran qui est un peu l'écran standard de dire, voilà, j'ai la gestion de l'énergie de ma maison. Mais ce qui est nouveau et ce qui est un peu l'évolution de cette partie-là, c'est que je possède un écran qui propose un certain nombre de services. Et vous voyez ici, c'est la partie activation de la flexibilité. Et ici, je vois sur mon app de dire, voilà, elle estime que j'ai environ 2 kilowatts de flexibilité qui pourrait être sur le marché, qui n'est vraiment pas tellement intéressant tout seul pour un Elia, mais qui, si c'était activé simultanément avec des autres, pourrait devenir quelque chose. Et donc, il y a un écran qui permet de faire ça. Alors, est-ce que c'est déjà actuel maintenant? Est-ce que demain, je peux commander ça et ça va fonctionner? La réponse est non. Mais juste pour vous dire, il existe tout un certain nombre d'acteurs professionnels qui sont en train de réfléchir et de discuter de ce genre de concept. Et si on réfléchit, si on prend un immeuble à appartement, il y a un facteur de foisonnement qui est à peu près de 0,4. Si vous prenez toutes des maisons dans une rue, elles n'ont pas de facteur de foisonnement, elles sont toutes l'une à côté des autres. Et donc, le potentiel qui arrive, si on peut agréger toutes ces maisons dans une virtual power plant, il y a probablement une flexibilité agrégée qui peut avoir une valeur de marché. Ça, l'avenir nous dira si ça peut fonctionner. Le challenge, c'est de dire, est-ce que j'arrive à faire fonctionner, à paramétrer ce système pour que ça reflète exactement la situation de la maison. Et pour ça, il faudra probablement encore un petit peu plus de protocoles standards et d'utilisateurs avertis. Alors, si maintenant on continue à regarder, de dire, tiens, qu'est-ce qui arrive, etc. En fait, il n'y a pas que la voiture électrique telle qu'on la connaît. En fait, mon avis personnel sur la mobilité électrique, c'est que tant qu'il s'agit de cloner la voiture à essence, la voiture électrique, c'est intéressant, mais c'est pas encore super intéressant. Ce qui est intéressant et qui peut vraiment
transformer la société, ce sont d'autres applications. Le robot taxi, par exemple. Elon Musk dit, voilà, demain, tout le monde a la mobilité comme un service, une voiture sans volant, sans pédale, qui est gérée comme ça. J'achète juste le service de mobilité. Imaginez un futur dans lequel on aurait fait ça, dans lequel il n'y aurait plus que 10% des voitures qui doivent rouler, parce que 90% des voitures sont tout le temps parquées. Quel changement ça pourrait faire? Et là, on pourrait vraiment parler de décarbonation de la société. De l'autre côté, de dire, voilà, demain, je suis là avec des camions électriques qui ont des batteries qu'on compte en mégawattheures. Comment est-ce que ça peut fonctionner? Quel est le potentiel véhicule to grid de ces véhicules-là? On a autre chose. Les bus, c'est la même chose. Un bus qui roule pendant la journée, pour lequel qui est au dépôt, qui pourrait être chargé en 4-5 heures, qui aura aussi 4-5 heures pour pouvoir mettre des multiples de mégawattheures sur le réseau, ça c'est aussi certainement quelque chose. Et une étude a été faite par Siemens sur la ville de Munich pour dire voilà quel est finalement le potentiel combiné du véhicule to grid. Et si on regarde la courbe, donc la première constatation qu'on peut faire, c'est que c'est évidemment pendant la nuit que le potentiel est le plus important. La courbe du haut, c'est la courbe de tous les véhicules commerciaux. Donc, je sais pas, tous les livreurs DHL, par exemple, la Poste, etc. Il y a les véhicules domestiques, je dirais, private EV at home, et vous voyez, la courbe est plus ou moins plate. Il y a la courbe des bus, qui est la courbe orange ici. Et alors, il y a le contraire, c'est la courbe des private EVs qui sont au travail, quoi. Et si on regarde dans la courbe combinée, mais vous voyez que sur, je dirais, une pointe, qui peut aller jusqu'à 1 billion de kilowatts, donc 1 gigawatt, mais vous voyez que la partie qui peut être couverte avec le véhicule to grid arrive entre 20% au moment où où on en a le moins besoin, jusqu'à 40% pendant la nuit. Et ça, cet effet cumulé, évidemment, dans une version dans laquelle tout le monde a fait le pas, commence à vraiment être un changement de donne important et permet, Thomas disait, voilà, Elia prévoit une énorme augmentation de la consommation électrique. Ça, c'est une manière quand même de pouvoir donner une solution au problème, de dire, voilà, il y a peut-être assez de kilowattheures, il n'y a certainement pas assez de kilowatts, mais de voir comment résoudre ce système ou ce problème de kilowatts pour le futur. Parce que, malgré tout, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on fait tout ça, c'est finalement pour donner une réponse aux enjeux climatiques auxquels nous sommes confrontés, de dire est-ce qu'on va faire vraiment quelque chose par nos émissions, donc on se donne bonne conscience, mais finalement on continue à consommer toujours autant. Et si vous voyez la courbe de production des voitures sur les 10 dernières années, vous voyez la crise de 2008, vous voyez le Covid, etc. Mais on est toujours en train de produire environ 90 millions de véhicules, toutes motorisations confondues, par an. Alors, si on fait un bref calcul, nous sommes 8 milliards sur la Terre, il y a un peu plus que 1 milliard de voitures personnelles, c'est-à-dire que, en gros, sur Terre, on a une voiture pour 8 personnes. En Belgique, on a une voiture presque pour 2 personnes. Et donc, finalement, tout ce système, toute cette électrification des flottes, etc., doit aussi nous aider à voir plus loin que juste la recopie du véhicule thermique vers un véhicule électrique, mais de voir comment des solutions globales, et donc sortir juste de la voiture personnelle, mais parler des bus, parler des camions, de voir tous les véhicules professionnels, etc., comment ensemble ils peuvent contribuer à une autre mobilité, à une autre manière de pouvoir consommer l'énergie. Et j'espère que toutes ces présentations vous auraient donné la conviction que finalement, le véhicule électrique n'est pas fait pour cloner la voiture à essence, mais est fait pour participer à une autre manière d'utiliser l'énergie dans les deux sens et en faisant ça, d'arriver à une société décarbonée. Voilà. Ceci est la fin de ma présentation. Merci beaucoup.